Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire. Le catch, chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Ce week-end, nous étions à Philadelphie, la ville de l'amour fraternel, pour Extreme Rules, un pay-per-view avec 6 matchs à la carte, remplis de stipulations. En veux-tu, en voilà, et pour m'accompagner dans l'analyse de ce show extrême, j'ai avec moi, mon frère, Giscal. Écoute, je viens de découvrir notre lien de fraternité avec beaucoup d'émotion. Eh oui, le test ADN, le test génétique vient d'arriver au Il vient, studio. ouais, il vient enfin de tomber, le doute n'est plus permis maintenant. Salut IRM, salut tout le monde, comment vas-tu? Écoute, ça va bien là, après ce week-end riche, riche en bagarres, en stipulations et en retour. Écoute, c'était un week-end assez incroyable. Alors, il me semble que tu as tenté de regarder ce show en direct, mais que tu as chuté à mi-chemin. Exactement. J'ai chuté à mi-chemin, exactement. J'ai tenté, parce que les aléas de ma vie personnelle font que je me couche assez tard en ce moment, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va en profiter pour regarder un petit peu ce qui se passe sur le network. Et j'ai été chassé du network et propulsé dans mon lit par le match de Liv Morgan et Ronda Rousey. Et après ça, je me suis dit, ouais, on va garder la suite pour demain parce que là, j'en peux plus. Donc, Allez, donc je me suis arrêté là. un match de Liv Morgan et au dodo. Ouais, voilà, exactement. Bon, pourtant, ça avait commencé sur les chapeaux de roue à Philadelphie, mon bon Giscal, avec la grosse bagarre à l'européenne. Les Brawling Brutes affrontent Imperium, Sheamus, Rejolan, Bubuch contre Gunther, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci dans un good old-fashioned Donnybrook match. Alors, ça veut dire quoi? Comme stipulation, ça veut dire qu'on fait une bagarre comme si on était dans un pub irlandais. On a sorti le zinc, on a sorti les chaises, il y avait tout un décorum mis en place autour du ring. Il y avait vraiment. On se serait cru tout simplement dans la rue de la Soif, là, à Dublin. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Giscard, d'ailleurs, de cette petite mise en scène? Bah, écoute, une mise en scène qui était pas mal du tout, j'ai trouvé. Alors après, elle a été un petit peu usée et jusqu'à la corde par nos amis Corey Graves et Michael Cole, puisque pendant tout le match, aux commentaires, ils ont fait que des blagues de pub, enfin, des blagues de bar alors ils arrêtaient pas de faire des jeux de mots, c'est le last call ou enfin, je sais plus ce qu'ils. Tournée Non, mais je sais. générale. Ouais, tournée générale. Je sais plus ce qu'ils ont sorti. Je sais plus ce qu'ils ont sorti, mais enfin, j'ai trouvé que c'était un peu too much parce que justement, le décor était super, mais ils en ont peut-être fait un petit peu trop des caisses pour faire genre, c'était une bataille de saloon ou de bar là. Mais Alors, il s'est mis directement sur la tronche. On n'a pas attendu le last call, justement. C'est le first call, hein, c'est la première tournée générale. Avec évidemment Sheamus qui marche sur l'eau là, depuis quelques semaines, notamment après ce match à SmackDown qu'il a vu échouer aux portes du Grand Slam Championship. Il n'a pas réussi à récupérer le titre intercontinental. Alors que la foule était derrière lui, ce soir, il a cœur à réparer cette injustice avec ses nouveaux frères d'armes. Voilà, une autre fratrie, hein, d'un autre genre que jusqu'à l'IRM. Non, c'est un autre style, hein, avec les Brawling Brutes. Ça se fonce dessus. Alors évidemment, on a des running dropkicks de Kaiser qui permettent de. Et puis les grosses chops là, de Gunther qui font mal. Imperium a chopé le contrôle du match. On a tout simplement des 3 contre 1, hein, ça se tape partout. Alors, du coup, une des stipulations, enfin, une des caractéristiques plutôt de cette stipulation, mon bon Giscal, c'est tout simplement qu'il n'y a pas besoin de faire de tag. Donc la bagarre, elle était partout, tout le temps, à gauche, à droite, devant, derrière. Et ça, c'était du non-stop, hein, dans ce match qui a duré plus d'un quart d'heure. Sheamus s'est bouffé les escaliers de fer. Gunther a tué Sheamus, tout simplement le corps de Sheamus, avec tous ces immenses chops là qui ont résonné dans les rues glauques de Philadelphie. Bon, évidemment, hein, notre Irlandais préféré, notre grand requin blanc a fini tout rouge.
à la fin du match, mais c'était pas le seul. D'ailleurs, Imperium a essayé de se débarrasser de lui en le balançant justement sur le comptoir. Sheamus, mis un petit peu hors course, mis hors de jeu, c'était du coup un 3 contre 2. Mais Bubuch et Ridge Holland ont cœur à justement gagner ce match également. On a Ridge Holland qui a fait quelques tours de force également en portant 2 hommes de Imperium sur les épaules avant lui-même de se faire malmener à l'extérieur du ring. C'est Butch après qui se fait tout simplement tabasser, il est tout seul, mais il a pas peur, hein, Butch, il se retrouve, voilà, il est acculé comme ça, il sait qu'il a pas le choix, mais de toute façon, lui, il est là pour la bagarre, jusqu'à ce que Sheamus se réveille, voilà, il a pris un verre d'absinthe, il a pris 3 whisky, et l'Irlandais est de retour, et il se débarrasse de Kaiser, de Vinci, et c'est le face-off entre Gunther et Sheamus. Toujours impressionnant quand ces deux hommes se font face à face. C'est un petit peu un des gimmicks de cette rivalité depuis le début, quand les deux hommes se toisent alors que tout autour d'eux, c'est la destruction. Le monde s'est écroulé. C'est la grosse baston. On a des German suplexes de Gunther. On a des lariats, des power slams de la part de l'Irlandais. Euh, les 10 coups de Bodran, là, ce martèlement de Sheamus dans les cordes est assez incroyable, puisqu'en plus, il est rejoint par ses poteaux, les Brawling Brutes, qui le démontent. Gunther, ah, ça c'était fantastique, ça, Giscal, que les Ah Brawling ouais. Brutes ont Exceptionnel. Ouais. démonté Gunther tous les trois. Il y avait une rage, une violence. Un petit peu plus tard, donc, on a évidemment tous les gros moves de Sheamus, un classique, le Irish Curse, le White Nose, le Cloverleaf. C'est voilà un petit récap de la carrière de Sheamus, tout simplement. Et puis, il y a eu plusieurs face-off entre les deux équipes. On continue, on arrive bientôt à la fin de ce match. On a notamment Butch qui fait un gros moonsault là depuis des tonneaux de bière, des barils de bière à l'extérieur du ring. Sheamus se prend un gros coup de canne là dans la tronche. Gunther place la powerbomb, mais heureusement Butch et Holland viennent lui péter les doigts à l'Autrichien. Et Sheamus peut revenir à son tour avec le coup de canne, le pommeau de la canne du vieux bif, comme on dit, qui allonge Gunther. Et puis voilà, et c'est à ce moment-là que les Brawling Brutes prennent définitivement le dessus avec Sheamus qui vient placer un bro kick sur le pauvre Vinci qui lui est donné en pâture dans une superbe image là de mise à mort de Giovanni Vinci. Et 1, 2, 3, la victoire des Européens, mais pas n'importe lesquels, la victoire des Brawling Brutes. Sheamus a réussi à vaincre Gunther et ses sbires dans un énorme match qui a tout simplement mis le feu à Philadelphie. Bon, Giscal. Ah oui, là, c'était le feu. C'était, je pense, c'est peut-être un des plus gros openers qu'on ait eu depuis très très longtemps. C'était le match parfait pour lancer cette émission. Ouais. Et d'ailleurs, bah, le public l'a bien compris, hein, parce qu'ils étaient en fusion. Le stade à Philadelphie enfin, était complètement debout pendant tout le match. Moi, j'ai adoré cette rencontre. C'était vraiment c'était monstrueux. J'ai trouvé que c'était un match assez ouais, vraiment monstrueux. J'adore tu l'as dit, hein, dans la stipulation, bah, ces matchs par équipe. Quand il n'y a pas de disqualification, bah, en fait, c'est la bagarre partout. Il n'y a pas besoin de taguer et c'est ça qu'on veut voir sur les gros matchs par équipe comme ça. Il y a il y a trop souvent, on l'a dit, on s'en est moqué par le passé, les handicap matchs par équipe, les matchs sans disqualification par équipe où tu vois les mecs tagués qui sont sagement dans leur coin, ça n'a aucun sens. Là, voilà, c'est la baston totale. C'était énorme à regarder, il y en avait partout. Et plein de super spots. J'ai beaucoup aimé. Bah, ouais, il y avait tout le récital du moveset de Sheamus. C'est vrai qu'on se rend compte bah, aussi de l'étendue un peu du moveset, le nombre de signature moves qu'il a. Et c'est un peu. D'ailleurs, c'est un peu à l'image de. C'est le feeling que j'avais après ce match, c'est que je me dis, putain, Sheamus, en fait, il a 40 balais. Enfin, même, je sais Mhm. pas quel âge il a précisément, mais il a bien 40 ans, je pense. Ouais, 40 ans. Euh, et, euh, et en fait, on a l'impression, quand tu regardes ce match, et quand tu regardes ce qu'il a fait avec ces deux petits jeunes là, on a l'impression qu'il arrive à son apogée à 40 ans, ce qui est quand même assez paradoxal. Il y a une sorte de consécration un peu, je trouve, pour Sheamus qui est enfin
peut-être à la manière d'un Kofi Kingston il y a 2 ans, Mhm. qui est enfin reconnu et qui enfin à son moment à lui, il a trouvé peut-être après toutes ces années le bon positionnement, le bon, la bonne dose dans son personnage bah voilà, de brawler irlandais. C'est un personnage. D'ailleurs, je trouve que ce parallèle est pas mal parce que comme Kofi Kingston, c'est peut-être un personnage où il a jamais vraiment eu de gimmick sur ses 10, 15 ans à la WWE. Ça a toujours été un personnage très solide, un worker très fiable, mais qui laissait peut-être pas une empreinte impérissable et qui avait peut-être un peu, qui avait pas forcément trouvé la bonne justesse pour connecter avec le public, même s'il a toujours été quand même extrêmement over. Et là, je sais pas, ce qui se passe avec les Brawling Brutes, c'est assez touchant et je suis super content pour lui parce que j'ai presque l'impression qu'il a un petit peu trouvé son new day à lui aussi. C'était vraiment un match de consécration, je trouve, pour le trio, qui est sorti de cette image un petit peu de 1+2 avec ce Sheamus qui a pris 2 petits jeunes sous sa coupe. Mhm. Et là, c'est vraiment, voilà, c'est ce groupe indissociable qui commence à avoir une vraie identité. Sheamus s'épanouit complètement dans ce rôle de bagarreur irlandais qu'il a toujours été, mais qu'il a jamais vraiment réussi à sortir. Et donc le mec est à son prime à 40 ans et voilà, après The Bar, après tous ses règnes de champion du monde, il est peut-être en train d'ouvrir un des chapitres les plus fun de sa carrière. Donc j'ai trouvé que ce match était assez génial à cet égard-là. Et puis après, à côté de ça, Imperium, extra, super boulot. Enfin, les mecs, de toute façon, c'était les 6 bonnes personnes pour faire ce match. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit aussi parce que Imperium ne perd pas grand-chose dans cette affaire. C'est des matchs où en fait les heals, ça a été tellement une guerre totale. C'est un petit peu comme le match pour le titre intercontinental à Clash of the Castle, c'est-à-dire que quand tu sors d'une baston comme ça, les perdants presque ils sortent encore plus fort que quand ils sont arrivés et les gagnants évidemment sortent grands gagnants. Mais ouais, c'est un truc où tu te dis ces 6 là, va falloir compter sur eux pour la suite parce que ça a été tellement une démonstration de puissance que ouais, c'est ce qu'on a envie de voir, quoi. Donc super opener. Et après ce match-là, tu te dis bah il peut plus rien nous arriver. Le show est lancé sur des rails incroyables. Le wagon ne peut plus dérailler là, c'est pas possible. Donc fantastique intro, quoi. Ah, tu t'étais mis trop dans le confort là. Tu te dis, ah bah après un match Hmm. pareil, il peut plus rien nous arriver. Écoute, effectivement, c'était le chaos. J'ai adoré cet opener. Comme tu l'as dit, probablement un des meilleurs openers de ces 10 dernières années. Parce qu'on est quand même, franchement, on a été gâtés quoi, d'avoir ce spectacle d'une violence incroyable. Ces coups de trick là qui se sont distribués et tout cet arsenal de bagarreurs. Et puis, tu l'as dit, un Sheamus, 40 ans, à son prime. Il l'a dit hein, dans une interview post-Extreme Rules. D'ailleurs, je crois qu'il ne s'en était pas caché avant. Butch, Eric Holland, il a retrouvé une nouvelle jeunesse, une nouvelle raison de vivre, une nouvelle raison de se battre à nouveau et à avoir pris sous son aile ces 2 petits jeunes, hein, même si Rich Holland, c'est vraiment le bébé. Butch, lui, bon, il a déjà fait voilà, ça fait quelques temps qu'il est à la WWE, mais clairement, on sent qu'il a trouvé ces deux lads, quoi, ces deux mads, ces deux poteaux, et tu as raison, c'était super bien trouvé. Et en plus, après ce match de SmackDown, on avait une belle histoire à nous raconter. D'ailleurs, j'ai regardé SmackDown un petit peu trop tard. Si je l'avais vu un petit peu plus tôt, j'aurais évidemment changé mon pronostic pour ce soir. J'avais voté avant SmackDown sans trop réfléchir à ce match. Évidemment, si on avait vu un petit peu les résultats de SmackDown, on aurait pu deviner un peu plus facilement l'issue. Mais ne vous inquiétez pas, nous parlerons après cette analyse de tous les résultats des pronostics de catch-up. Mais avant ça, direction la division féminine, mon bon Giscal. Et oui, je suis J'ai hâte. désolé. Liv Morgan affronte Ronda Rousey dans un match Extreme Rules. Donc voilà, on s'emmerde pas trop, tous les coups sont permis, on peut utiliser les armes, il n'y a pas de disqualification, il faut aller jusqu'au bout de l'affrontement, il faut aller jusqu'au bout de l'évanouissement même, que ce soit pour les catcheuses ou pour les spectateurs, tout dépend de quel côté vous vous situez. Liv Morgan débarque, alors elle est tout habillée en noir avec
nouvelle batte de baseball. Ronda s'en débarrasse assez rapidement. Que ça donne des coups de genoux dans le ventre et puis ça place des ankle locks. Liv Morgan s'échappe. Elle coince Liv Morgan. Alors, c'était complètement raté. Elle essaie de nous faire une Nikki Cross. La Nikki revient en coinçant Liv Morgan dans le tablier du ring. Là, mais en fait, tout le tablier était complètement détaché. C'était assez chelou pour lui porter ses coups. Là, je sais pas ce qui s'est passé là. Les lacets ont été défaits. Mon bon Giscal, c'était assez ridicule. Liv Morgan est ressorti avec un coup d'extincteur dans la tronche de Ronda Rousey. Alors, pas un coup d'extincteur, hein, vous voyez, la fumée de l'extincteur, Non, faut pas abuser quand même. la vapeur de l'extincteur, la mousse de l'extincteur. Tu vois, le sourire. Ah bah, fini, c'est déjà fini. Un Olympic Slam, des coups de baseball, de batte de baseball de la part de l'ancienne champion du UFC. Et l'UFC, on va en bouffer ce soir pour le meilleur et pour le pire, mon bon Giscal. Jusqu'au bout de la nuit, le MMA, rentrez chez vous, restez chez vous. Vous n'avez rien à faire ici. Liv, ensuite, qui essaie de reprendre du momentum. Mais Ronda aussi nous sort des prises de judo, là. Hein. Elle nous sort des prises de judo. Ouais. Elle était venue d'ailleurs habillée en kimono de judoka, hein, rose, je crois, ou rouge. Ouais, tout à fait. Ouais. Rose. Alors Rose, mais je crois que c'était. J'ai pas bien suivi les commentateurs nous ont dit. Je crois que c'était pour rendre hommage à son entraîneur, je crois, ou j'ai pas trop suivi. Alors, j'espère que je dis pas de conneries. Ah ouais. Pinky Joe, peut-être. Il s'appelait Pinky Joe. Il portait toujours du rose à l'entraînement. Ah oui. Bah, il y a eu plein d'hommages ce soir de la part des catcheurs et des catcheuses pour diverses raisons, mais on va rendre hommage à ce match, Giscal, puisque on se retrouve après sur la table, une table qui est mise dans un coin par Liv Morgan, mais ça marche pas très bien, je crois. La table s'écroule, c'est une chaise qui s'écroule, je ne sais plus. C'est peut-être un petit peu plus tard, ça, la chaise qui s'écroule. Ronda aussi balance, ouais, c'est plus tard, balance Liv Morgan dans la table, les cartels dans les cordes du ring. On continue, cette fameuse chaise dont j'ai parlé, posée par Liv Morgan, mais qui tombe, et du coup le spot est complètement pourri, puisqu'elle devait balancer, se retrouver peut-être la première dans la chaise. Du coup les filles essayent un petit peu d'improviser à ce moment-là, mais c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, on sent un petit peu comment dire, d'hésitation, comme moi-même quand j'essaye de décrire ce match. Bon, Giscal. Oui, je compatis beaucoup, hein, parce que ce match était autant compliqué à récapituler qu'à regarder, je pense. La fébrilité partout. Et puis on a des facebusters à travers la chaise pour le compte de 2. Ronda qui se retrouve sur la table et une grosse top rope senton à travers la table pour un bon near fall là, presque 3. Et puis là c'est la fin. Ronda Rousey qui place Liv Morgan dans 3 prises de soumission différentes, des triangles, des carrés, des ronds, des losanges, des key-locks, un leg slipper, et puis Liv Morgan qui s'évanouit avec le sourire, et Ronda Rousey qui remporte le titre suite à décision arbitrale. Liv qui donc s'évanouit tout en sourire avec ses extensions de cils qui tombent sur la joue, et puis c'est une image assez étrange, d'une Liv Morgan qui semble abandonnée, mais avec le sourire, genre comme si elle venait d'être délivrée du mal. Exactement. Je ne sais pas si nous avons été délivrés du mal, Giscal. Est-ce que tu as été délivré du mal là, après ce match? Si, je t'avoue que j'ai assez apprécié cette image de fin, parce que j'avais le sentiment qu'elle aussi était soulagée que tout ça soit fini. Non, waouh, c'est les montagnes russes, ce début de pay-per-view. C'est vrai qu'on passe, on est passé du tout au tout, on est passé d'une guerre totale entre six énormes mastocs à cette parodie de match de catch Extreme Rules là. C'était, moi, j'ai trouvé ça. Je crois que j'avais utilisé le terme honteux pour leur premier match à toutes les deux. Là, je sais même plus quoi dire. En fait, c'était une catastrophe. On est sur de l'accident industriel de grande dimension. C'est nul. J'en veux à tout le monde. J'en veux, bon, évidemment. Ronda aussi. Je lui en veux parce qu'elle avait quand même montré par le passé. Moi, je la porte vraiment pas trop dans mon cœur, hein, parce que je la trouve pas exceptionnelle du tout depuis maintenant quelques temps. Mais généralement, elle montrait quand même qu'elle avait, avec ses stipulations un peu cache-misère, le moyen de faire des choses intéressantes.
j'ai quand même le sentiment maintenant que, alors certes, elle est pas servie parce que souvent, quand elle a des stipulations de ce type-là, elle a des catcheuses comme Natalia ou Charlotte en face d'elle qui sont quand même des vétérans qui peuvent driver un peu le match. Là, malheureusement, en fait, les lacunes sont mises au grand jour quand on est face à enfin, quand elle est face à une rookie comme Liv Morgan, qui est elle aussi quand même extrêmement limitée. Donc ça fait qu'en fait, on se rend compte que Ronda Rousey, je trouve qu'elle progresse quand même pas du tout, et que des matchs comme ça, ça fait un peu peur quand même. Liv Morgan est juste, enfin voilà, je continue les mêmes commentaires, je comprends pas en fait ce qu'il lui trouve. Je trouve que c'est fade, que c'est mal vendu, techniquement c'est pas propre. Le selling est catastrophique. Ouais, ça c'est dur, hein. Le selling est catastrophique. C'est genre, et c'est en fait, On sentait j'ai pas l'impression les qu'aucune, impacts, quoi. On sentait pas ouais, la aucune des douleur. deux. Et ouais, alors il y a ça. En fait, oui, c'est ça. Il y a deux dimensions. Il y a le selling est pas bon, c'est-à-dire qu'en effet, comme tu dis, il y a un manque d'intensité, d'impact. On n'y croit pas en fait quand on les voit se cogner dessus. On n'y croit pas. Et puis après, il y a aussi un manque d'intelligence dans le ring par rapport au selling, juste de raconter quelque chose de cohérent. C'est-à-dire que quand tu te fais défoncer le genou avec une batte de baseball, a priori, tu sors pas un step-up enzigiri juste après, derrière, ou tu galopes pas entre les cordes pour faire un dive enfin, c'est n'importe quoi. Alors j'en veux aussi aux mecs qui ont booké ce match, qui ont écrit, qui les ont coachés pour faire ce match. C'est n'importe quoi. Ouais. Rien n'a de sens. Les spots s'enchaînent sans aucune cohérence. Un coup elle a mal au genou, un coup elle a plus mal au genou, l'autre un coup elle a mal au bras, un coup elle a plus mal au bras. Enfin, Il y a eu toute une c'est, séquence après ces coups de batte là dans le genou où elle s'est fait démonter mais le oui. genou. Toute une séquence où elle saute, voilà, tel un jeune cabri Mais là, oui. des running knee, des enziguri sautant. C'est assez. Non, non, mais c'est fou. Et donc, Liv Regarder le Morgan, match un à coup, l'envers. t'as l'impression qu'elle va pleurer. Et puis juste après, elle est comme une folle. Enfin, je pense, elle a à peu près 10 secondes souffle dans le match, cette catcheuse. C'est vrai que c'est assez exceptionnel. Euh, et ce finish qui, pour moi, tombe à plat. C'est-à-dire que ce match était censé. Alors, voilà, on va revenir après. Le résultat est évidemment un grand soulagement. Je pense que voilà, il fallait que ça s'arrête. Hmm. Ce run de champion était catastrophique. Et il fallait que Ronda Rousey reprenne la main sur la question. Ils avaient booké ce match sous couvert de Liv Morgan était un petit peu, je sais pas, un peu delusional. Le succès lui monte à la tête un petit peu. Et elle se book. Enfin, c'est comme on se l'était dit. Hein, c'est comme Ouais. celui qui gagne une fois au loto, il se dit qu'il va gagner une deuxième fois. Donc il y avait ça. Et d'un autre côté, il y avait Ronda Rousey qui lui disait, bah écoute, ça va être tes funérailles, je vais te défoncer. En fait, ce finish est, je trouve, très mollasson par rapport ce booking de match, puisque bon, elle lui enchaîne deux trois prises pour finalement la faire s'évanouir. Je sais pas, est-ce que ça aurait pas mérité peut-être quand même des spots un peu plus impressionnants pour venir à bout de Liv Morgan et pour un peu plus se venger. J'aurais trouvé en tout cas. Et puis c'est vrai que, enfin, ouais, en fait, on pourra en parler des heures de c'est à quel point c'est n'importe quoi parce que au final, elle se fait ruiner sur des enchaînements de MMA alors que le mois dernier, c'était devenu soudainement une grande experte du MMA contre Shayna Baszler et elle était capable de sortir de toutes les soumissions et de Hmm. contrer avec des soumissions parce qu'elle avait fait un stage de 2 jours avec Matt Riddle en camp de vacances et là, d'un seul coup, elle sait plus rien faire. Il y Je pense a, que c'est ce qu'ils ont essayé de raconter à la fin où on a aussi enchaîné 3 prises de soumission, mais du coup ça allait très vite et on n'a pas vu, ouais, on n'a pas vu ça quoi. non. Enfin bon, écoute, c'est terminé. Il y a ce Ronda Rousey redevient donc la championne. Il y a fort à parier que bon bah elle va garder un petit peu la ceinture au chaud jusqu'à ce que Charlotte revienne. Pourquoi pas s'enchaîner un petit match un peu sympa à thème contre Shayna Baszler et puis peut-être battre des Raquel Rodriguez et compagnie, je ne sais pas. Hmm. Et pendant ce temps-là, il y a ce sourire un peu mystérieux de Liv Morgan. Je dis pas que je suis enflammé par ça, mais je me dis qu'à la limite peut-être que ils ont compris qu'il fallait sortir de cette dynamique avec Liv Morgan s'ils voulaient en faire quelque chose et que peut-être que cette défaite va l'envoyer vers autre chose. Peut-être qu'elle va snap, un peu comme ils disent là, genre, parce que peut-être qu'en fait elle était dans une spirale de démence un petit peu là, d'être persuadée que c'était la championne dominante et d'être persuadée qu'elle allait battre Ronda Rousey. Et cette défaite avec le sourire peut-être annonce un changement total de direction qui serait, je pense, très bénéfique pour retrouver un tout petit peu d'intérêt s'ils veulent sauver quelque chose.
Donc à voir, à voir. Mais bon, voilà, terminé. C'était très pénible. Ouais. Au-delà, effectivement, je te rejoins, c'est au-delà de la qualité très discutable, pour être gentil, du match et la qualité des protagonistes à nous raconter une histoire. C'est vrai qu'il y a eu plein de pistes finalement qui étaient lancées sur l'histoire qu'on allait nous raconter avec ces deux catcheuses. Tu l'as bien cité, que ce soit Liv Morgan qui s'est entraînée à faire du MMA pour être prête face à Ronda Rousey, au côté très punition extrême qu'elle a affligé Ronda Rousey à Liv Morgan. Finalement, on n'a pas eu tout, on a rien eu de tout ça. Et ça a été effectivement, c'est comme tu l'as dit, elles ne sont pas aidées. Ça, si au moins les bookers de ce match avaient réfléchi, avaient révisé un petit peu leur copie, ce match serait peut-être passé un peu. Ouais, peut-être, voilà, aurait été plus honorable que cette espèce de brouillon qui ne savait pas vraiment où il allait. Donc on va croiser les doigts, on va croiser les doigts. De toute façon, fallait choisir son poison là, à la sortie de ce match. On n'est pas forcément C'est beaucoup plus exactement. excité à l'idée que Ronda Rousey redevienne championne, mais au moins ça nous sort d'une situation où on a et Liv Morgan et Ronda Rousey dans le même match, que peut-être plus tard, voilà, on va avoir autre chose, et que je pense que pour les deux, et peut-être même plus pour Liv Morgan que pour Ronda Rousey, moi, je suis un peu comme toi, j'ai plus aucun espoir pour, j'ai peu d'espoir pour Ronda Rousey, autant pour Liv Morgan, je me dis si il lui trouve vraiment quelque chose qui correspond à, enfin, qui est ce dont elle aurait besoin, à savoir peut-être ce passage un peu plus du côté un peu plus obscur de la force. On a vu d'ailleurs Ouais, une petite je pense qu'en interview, plus, une tentative d'interview après match dans les backstage, ouais, tu sais, où tu as une intervieweuse là qui la cherche, et elle est dans un coin là, puis alors, comment ça va et tout, et l'autre, elle a l'air complètement ailleurs, quoi, elle a l'air complètement ailleurs. Et peut-être, comme tu l'as dit, il va se passer quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose pour cette jeune ouais, il fille. faut qu'il se passe quelque chose. Je pense que en plus, c'est le registre dans lequel elle est sans doute le plus à l'aise, je sais pas, mais en tout cas qu'elle a peut-être le plus de choses à offrir parce qu'elle a quand même elle est capable, je pense, d'avoir des expressions faciales, des attitudes et tout qui, à mon avis, je pense, colleraient plus à, à un personnage de heal ou de folle ou en tout cas de quelque chose d'un peu plus dément, de déjanté, et que d'ailleurs j'essayais d'appeler un petit peu quand on essayait, quand on analysait un petit peu sa façon de faire ses promos de Babyface, qui n'était pas foncièrement inintéressante, si tant est que c'était vraiment l'objectif recherché. Donc à voir s'ils veulent aller dans cette direction-là, mais je pense que c'est le mieux, c'est sûr. De toute façon, elle a quand même des excellents profs à la maison, hein, puisque je vous rappelle que Liv Morgan vit en parfait amour avec Bo Dallas, hein, un Rotunda. Donc voilà, la famille Rotunda, je pense qu'ils vont pouvoir la piloter. La piloter. D'ailleurs, tu savais qu'ils avaient une ferme tous les deux, Liv Morgan et Bo Ah, Dallas? pas du tout. Ils ont une Ah ferme. non, pas du tout. Ah, Qu'ils voilà habitent, ils ça. vivent ensemble, hein, c'est un couple à la vie privée. Et ils Ah, ont une ferme pour vivre en autosuffisance. Et d'ailleurs, cette d'accord, ferme s'appelle The Wonderland. Donc, d'accord. Alice, c'est au pays des Ah, merveilles. écoute, Donc, écoute, non, je ne savais pas. Je ne savais pas. voilà. Tu Donc, m'apprends quelque ouais, chose. oui, je t'apprends des choses. Ils ont des lapins, vaches, veaux, cochons. Il y a tout ce qu'il faut chez les Bon. Rotunda. Donc, peut-être un gimmick de femme à la ferme, hein, peut-être de fermière, qui est pour Liv Morgan, en autosuffisance. Bon, je ne sais pas si ça c'était suffisant, le match qui s'en est suivi. En tout cas, ce match qu'on a vu là a été suffisant pour t'envoyer dans les Au bras, dodo. dans les bras de Morphée. Karrion Cross affronte Drew McIntyre dans un match de la ceinture, un strap match. Alors Karrion Cross qui veut pas mettre la ceinture au début. Ah, il voulait pas mettre sa petite ceinture autour du poignet là après être rentré pour ce match. On est dans des mind games de haut niveau là, mon bon Gisca. Là, on est vraiment dans la Ouais, psychologie très 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 travaillée. Ça agace évidemment Drew McIntyre qui se fait avoir comme un bleu puisque Scarlett récupère le bout de la ceinture et puis elle tire dessus, et McIntyre se fait donc rosser par Cross. Ça a duré un petit bout de temps avant que le match commence vraiment. D'ailleurs, je pense que la moitié du match n'était pas un match.
et l'autre moitié était le match. Et peut-être qu'ils auraient pu se contenter de la moitié qui n'était pas encore le match, et puis ça aurait été pas mal aussi finalement. Ça se tabasse sur la tronche, on se retrouve dans les barrières d'insécurité. Un passage que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est qu'ils se sont retrouvés dans la foule. Ça, c'était plutôt cool, hein, parce que réussir à fouetter son adversaire sans arracher l'œil d'un spectateur avec une grosse ceinture en cuir, ça demande beaucoup, beaucoup de concentration, beaucoup, beaucoup de maîtrise. C'était vraiment une séquence assez sympa. On se retrouve après sur le ring. Il y a des souplesses qui sont balancées à droite à gauche, des slams également qui sont portés. McIntyre qui met la ceinture sur Karrion Kross et le match peut commencer. McIntyre qui domine jusqu'à ce que Scarlett crée une distraction qui permet à Kross de martyriser Drew McIntyre tout autour du ring, hein, qui se retrouve un petit peu coincé, Drew McIntyre avec la ceinture. Drew McIntyre qui est blessé donc au bras gauche et à l'épaule. Il va nous vendre donc cette blessure tout au long du match. Et puis ça fouette. Qu'est-ce que ça a fouetté? Ça a claqué, hein, quand même. Ça, il faut l'avouer. Ça claquait beaucoup. Des gros coups de ceinturon. On a notamment donc toujours Scarlett, hein, qui encourage son jeune poulain. On se retrouve sur la table des commentateurs. Et puis il y a le Doomsday qui est placé pour le compte de 1, le compte de 2. Un gros beatdown sur McIntyre qui était horriblement long à mon goût. Et puis le comeback à coup de lariat, le futur choc DDT, mais Karrion Kross s'en tire à bon compte. Le Spinebuster pour le compte de 2. Ça s'échange des gros coups dans la tronche. L'avantage est à l'Écossais qui place enfin son futur choc. On se retrouve avec le Claymore Kick qui est chargé, mais Scarlett Bordeaux se met en travers de la route de l'Écossais et surtout, elle sort parce que voilà, c'est une femme qui vit à Nantes. Et donc, à Nantes, il faut avoir un pepper spray, un gaz au poivre dès qu'il est 22h. Et donc, elle attaque Drew McIntyre, elle le spray dans la tronche, il voit plus rien. Voilà, tel un gilet jaune, il se retrouve au sol, Drew McIntyre, les larmes aux yeux. Et Karrion Kross peut placer son crosshammer pour la victoire célébrée par le couple terrible qui se débarrasse donc de l'Écossais. Bon, Giscal, est-ce que tu te balades dans les rues avec un pepper spray? Oh oui, quand tu viens en studio, est-ce que tu prends ton Eh bien, spray? écoute, non, 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 Tu non, devrais! je devrais peut-être, je suis peut-être pas assez prudent en effet. Écoute, match un peu mitigé, pas. Il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. Les mauvaises choses ont pas mal attrait au finish, je trouve, parce que fondamentalement, j'ai bien aimé le démarrage du match, tu l'as dit. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez rigolo, le petit mind games là, enfin mignonnet, hein, mais de Karrion Kross qui voulait pas mettre la lanière et qui du coup jouait un petit peu avec les nerfs de son adversaire parce que c'est voilà, c'est pourtant Karrion Kross qui appelait ce match de ses voeux depuis plusieurs semaines et qui là, on a l'impression qu'il veut pas rentrer dedans. Donc c'était plutôt bien fait, bien joué, je trouve. Et puis ce match qui derrière était pas, on peut pas dire que c'était un banger comme Sheamus dirait, comme Sheamus décrirait le match d'intro, mais ça restait quand même, bah voilà, un match bien violent, une stipulation qui est assez rare, qui je trouve est assez rafraîchissante d'une certaine manière pour un match de milieu de pay-per-view. C'est assez rigolo à suivre. Voilà, c'est quand même deux gros mecs qui se collent des énormes tartines avec là une grande ceinture en cuir. Là, c'est quand même niveau violence, c'était quand même pas mal, je trouve visuellement. Et puis le passage dans le public, tu l'as dit, assez impressionnant aussi, je trouve. Donc un match qui n'est pas, qui est pas non plus transcendant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des spots de ouf, mais on a bien senti, je trouve, la violence, l'animosité, le côté un petit peu extrême, original du match. Et il y a ce finish qui fait un petit peu tout tomber à plat, je trouve, et qui casse un peu la narration entre les deux et et de la stipulation du booking, du build qu'il y a eu de ce match, qui était un Karrion Kross qui a attaqué de manière assez inexplicable Drew McIntyre, parce qu'on n'a pas non plus vraiment eu les motivations claires, si ce n'est qu'il semblait vouloir se placer dans la file d'attente, tout en haut de la file Il d'attente. considère Drew McIntyre comme le gatekeeper Oui, c'est ça. pour le titre suprême. C'est-à-dire, si tu bats Drew McIntyre, Ouais. alors tu peux aller chercher Roman Reigns.
Et puis par-dessus ça, il y avait eu de l'animosité, on sentait qu'ils s'aimaient pas, qu'ils voulaient se détruire et tout. Et que ce match se termine sur un petit coup de pepper spray et puis du coup Karrion Kross qui place son finisher et c'est tout. Pas de beatdown, pas de surenchère, on va dire, dans la violence Ouais. pour terminer, pour défoncer Drew McIntyre. Je trouve que ça, en fait, c'est complètement contraire, c'est antinomique avec tout le discours qu'il y a pu avoir avant le match. Au final, Karrion Kross, en quoi est-il maintenant plus légitime? C'est-à-dire que si on se place dans sa position et dans son discours, voilà, il voulait il voulait détruire Drew McIntyre pour se tourner vers le titre suprême et avoir son dû. Bah là, je sais pas s'il a vraiment rempli son objectif Ah, dimanche, là, il alors lui a qu'il avait une juste belle irrité les occasion de le pupilles faire. là, pour l'instant, hein. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, il a juste attisé la bête et il s'est sans doute créé plus de problèmes que de solutions avec ce finish. Donc je trouve pas qu'il a l'air très très malin avec ça. Et je trouve que ça casse un peu, ça fait tomber un petit peu à plat l'enjeu de ce match et la suite. Où au final, Mm. maintenant, c'est évident que Drew McIntyre va vouloir se venger. Alors que tout le but pour Karrion Kross, je pense, enfin moi si j'avais été lui, c'était de faire en sorte que Drew McIntyre soit incapable de se venger. C'était tout le but d'aller à Extreme Rules pour le défier. Ouais, complètement. C'est vrai que on était. Ce finish, c'est un finish gentil de Weekly, quoi. Ouais, Fait c'est un que, finish de weekly, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. ouais, donc c'est assez, c'est assez étrange, ouais, le fait qu'on ait choisi ce finish alors que tout le match était assez rude, quoi. Enfin, ces gros coups de ceinturon, là, on était vraiment dans de la destruction très ciblée, toi, de deux hommes qui voulaient tout simplement se détruire. Et à la fin, c'est la petite astuce, je te gaze et puis tu t'écroules. Mon finisher qui est même pas un finisher si incroyable que ça, toi, visuellement. Et du coup, on tombe un petit peu on reste un petit peu sur sa fin. Et là où tu as raison, c'est qu'il n'a peut-être pas, contrairement à ce qu'il croit, il n'a peut-être pas obtenu ce qu'il était venu chercher, ce mode carrière de cross. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ça reste toujours assez, j'ai trouvé que c'était enfin, toute cette première grosse séquence là. Cette première grosse moitié du match était assez hypnotisante, j'ai trouvé. Ces gros coups, enfin voilà, cette ceinture était plutôt bien utilisée. Alors on était peut-être un peu moins, c'était pas forcément très original, mais c'était très violent, très violent. T'es vraiment Oui, voilà, c'est ça. aux bases de la stipu, quoi, où t'es là pour fouetter le mec jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peau. Mais c'est vrai on reste un petit peu sur sa fin. On reste un petit peu sur sa fin sur Mm. ce match comme tu dis, c'est dommage parce que je suis pas certain que ce soit comment dire, très malin de garder les deux hommes ensemble. Toi, qu'il fallait Oui. à peine les mettre ensemble, il fallait aussitôt quasiment les séparer parce que c'est quand même visiblement ces deux gros bonhommes que tu veux garder frais et assez préservés pour rapidement remonter vers le main event si besoin et faire durer la rivalité. Je suis pas certain que Ouais. c'était forcément une bonne En idée. effet, à part se neutraliser tous les deux, je sais pas. Ouais. Je vois pas d'issue pour l'instant très 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 positive à tout ça. On revient direction la division féminine. Alors voilà, il y avait eu une espèce de fil rouge tout au long de ce pay-per-view, de ce PLE. C'était le Miz qui était embêté, emmerdé par la mascotte de l'équipe de hockey de Philadelphie. Une grosse mascotte avec une tête complètement idiote. Et puis à la fin, ça s'est terminé par Dexter Lumis qui a une fois de plus tout simplement étranglé le pauvre Miz et qui est reparti avec un nouveau copain à la maison. Bianca Belair versus Bayley. Ça aurait pu être un main event. Finalement, il n'y avait pas. Est-ce que pour toi, il y avait un main event clair dans cette carte? Écoute, ouais, moi, c'était le main event qui a été le main event me semblait être le main event clair. Je trouve que Seth Rollins et Matt Riddle, plus la stipulation assez inédite, justifiaient la place parce que voilà, ils marchaient un peu sur l'eau ces deux-là et c'était clairement le match, je trouve, de plus haut profil dans l'écriture, dans le build-up, dans la hype et tout. Ils avaient en plus amené Cormier et compagnie. Ah, c'est vrai. Après, bon, ça m'aurait fait chier
je l'avoue, ça m'aurait fait chier, mais je leur en aurais pas voulu de mettre le seul titre suprême de la carte, à savoir le Oui. titre suprême féminin. Enfin non, le seul, pardon, il y avait Liv Morgan. Mais bon, Les on deux va pas titres déconner. féminins qui étaient Oui, défendus. enfin en tout cas, voilà, le titre féminin le plus important du moment en main event, dans une stipu avec des échelles et tout. Oui, ça aurait pu se justifier, en effet. Bon, après, c'était pas pour me déplaire, mais ça aurait pu se justifier. C'est vrai que sur les 6 matchs, il n'y a quand même eu que 2 matchs avec des ceintures en jeu dans ce PLE. Oui, Et bah écoute, on a discuté un petit peu sur le Discord. On a privilégié tout simplement les plus grosses rivalités, hein, tout simplement du show, c'est quoi. ça, ouais. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Je trouve ça même très sain qu'une fédération de lutte professionnelle puisse proposer des pay-per-view où on met en avant avant tout les histoires les plus chaudes, euh, qu'elles incluent ou non des titres. Ça prouve que tout Hmm. peut fonctionner à différents étages et quand on arrive à raconter des histoires qui n'ont pas de ceinture. Mais une ceinture est en jeu dans ce match qui oppose donc Bianca Belair et Bayley. Les deux femmes arrivent seules au ring. On a donc un match d'échelle, visiblement. J'ai toujours du mal à y croire. En fait, j'y crois toujours pas. Comme quoi, c'était le premier ladder match féminin à la WWE. Alors qu'on a eu comme des Ah matchs. bon? Bah, c'est ce qui est Ouais. répété Oui, c'est vrai que c'est vrai que t'as pour un raison. championnat, en tout Alors cas, peut-être, tu oui, sais. c'est peut-être ça. Parce qu'on a eu les Money in the Bank ladder match, par exemple. Ouais. Il me semble qu'on a eu peut-être un Extreme Rules, parce qu'il y a une triple frite avec Charlotte, Becky et Asuka. Il y avait Ouais, des ouais. échelles dans mes souvenirs. Donc c'est assez étrange, hein. J'ai pas pris la peine de vérifier, mais par défaut, je ne les crois pas, tout simplement. Pour moi, ils mentent. Mais écoute, on va les croire pour ce soir. Donc voilà, le match commence directement. Voilà, on essaie de placer à différentes reprises l'échelle au milieu du ring pour aller tenter de décrocher la ceinture. Bianca balance Bayley sur une des échelles. On a un springboard moonsault qui est placé. Bianca se retrouve coincée, balancée dans un coin avec l'échelle. On a un sunset flip qui atterrit sur une des échelles pour un spot assez sympa, assez joli. Bayley, alors. Il y a eu quelques petits moments, un petit peu de flottement quand même dans ce match, hein. On avait l'impression Hmm. que les filles, y compris Bailey, ne savaient pas trop ce qu'elles allaient faire, à quel moment. Est-ce que là je dois prendre l'échelle pour la mettre à gauche ou est-ce que là je vais la mettre à droite? Donc il y avait des petits moments, un petit tempo un petit peu chelou. Au final, elle prend son échelle, elle met l'échelle en pont comme ça entre les escaliers de fer et la barricade d'insécurité à l'extérieur du ring. Elle place Bianca dessus et elle fait une descente du coude sur son adversaire. D'ailleurs, ça ne casse pas, hein. Je ne sais pas si l'échelle était prévue d'être brisée, mais elle ne se brise pas et ça fait encore plus mal, tout simplement. Bayley, elle va finir avec 2-3 coups là, assez durs. On se retrouve ensuite sur le ring avec d'autres tentatives de montée. Bayley qui utilise son attelle, parce qu'elle a une attelle au genou, pour attaquer Bianca. Bianca qui place un KOD. Elle tente de monter tout en haut de l'échelle, mais voilà pas que Damage Control. Io Sky et Dakota Kai débarquent. Mais alors là, c'est le début de la fin pour moi, à ce moment-là du match, puisque les deux Ouais. filles se font tel deux petits cailloux lancés contre un mur de briques. Cela n'a aucun effet. Bianca se débarrasse de ses moucherons assez rapidement en plaçant un double KOD sur Dakota et Yoshirai. Elle a un petit peu galéré, mais elle a réussi. C'était un move sympa, mais il n'y a eu aucune offense de la part, aucune attaque, aucune offensive de la part des deux qui arrivaient fraîches comme des gardons là. Donc, alors que Bianca, à ce moment-là, voilà, elle s'est quand même bouffé 2-3 spots dans la tronche. Donc, bah non, hein, Bianca est inarrêtable. Bayley tente quand même de prendre l'avantage en donnant des gros coups d'échelle. Elle place son finisher. Je pense qu'elle devait être sur l'échelle. Elle a dû se bouffer l'échelle en même temps, je pense, notre amie Bianca Belair, hein, l'Eurosplen de Bayley. Et elle grimpe l'échelle. Bianca qui soulève l'échelle pour s'en sortir et qui balance Bayley dans les cordes. C'est la bagarre pour aller tout en haut. Bianca se fait choper par les cheveux. Bianca remonte. Elle se débarrasse de Bayley à grands coups de fouet chevelu. De fouet chevelu, oui, de fouet chevelu, hein, capillaire, de fouet capillaire, voilà, je cherchais mon mot. Et le KOD sur l'échelle.
pour la victoire. L'échelle est grimpée, la ceinture est décrochée, Bianca a gagné et Damage Control, c'est terminé. C'est terminé. Entre Oui, c'est un peu ça en effet. que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que C'est cette merde? aïe aïe aïe. Alors ouais, c'est à la fin du match, le premier truc que je me suis dit, c'est ouch! Aïe 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 aïe. Ça, il fait pas bon être Bailey et Dakota Kai et Io Sky, puisque manifestement elles se sont heurtées au John Cena féminin. Ah ouais, carrément, Euh, ouais. ah là, c'était impressionnant. Alors écoute, paradoxalement, je suis pas forcément, j'ai pas trouvé ça si mal que ça. Je, en fait, moi, j'apprécie, j'aime bien quand, je sais pas si c'est la bonne décision. Par contre, j'aime bien moi quand la WWE et les bookers de manière générale, ils assument à 100% ce qu'ils veulent faire. Euh, et concrètement, là, ce qui s'est passé, c'est que ils ont dit la superstar Arrow chez les filles, c'est Bianca Belair et point final. Et en fait, bah, les 4 mois, non, j'exagère. SummerSlam, c'était quand? C'était en août. C'est 2 mois, quoi. enfin, ouais, ouais, les deux mois qui sont passés, et ben en fait, les 2 mois de construction de Damage Control et toutes ces semaines là, on tournait en rond et tout, bah, en fait, c'était juste pour bah, en fait, créer une adversité pour Bianca Belair et pour qu'elle puisse bah, encore faire plus fort que ce qu'elle a l'habitude de faire et en défoncer trois au lieu d'une. Donc, ok. Eh ben, écoute, soit. Qu'il en Donc, soit ainsi. qu'il en soit ainsi, donc Bianca Belair est toujours la super championne d'Euro. Ça va être très dur là pour Damage Control de se relever de ça quand même. Je sais pas trop ce qu'ils ont en tête. Alors certes, elles ont toujours les ceintures, mais elles sont quand même passées pour des sacrées quiches hein, là ce samedi. Mm. Bailey, ça va être aussi voilà, c'est un gros coup d'arrêt. Comment est-ce qu'ils vont rejouer le truc? Bon, elle a du talent au micro, elle a du charisme, elle est établie, donc voilà, rien n'est terminé, mais en tout cas, c'est sûr que là, elles ont pris un gros coup. Ce ladder match était, écoute, correct. C'était pas la panacée, mais c'était correct. Il n'y a pas eu de grosses catastrophes. Il y a eu des petits spots un peu innovants, ce qui est quand même à souligner, parce que bah, il y en a eu tellement avant maintenant des ladder matchs que ça devient de plus en plus dur en fait hein, de faire des trucs très originaux. Hein. La catcheuse, le babyface qui est coincé sous l'échelle et qui réussit par un tour de force à soulever l'échelle. Bon, c'est sûr qu'on l'a déjà vu. Tous les spots où il y a des échelles coincées dans les cordes sur les côtés ou des portées, des trucs comme ça, on a déjà vu. Il y a eu quand même ce KOD assez incroyable pour finir le match avec Bailey qui avait son échelle dans les mains et qui se fait du coup KOD dessus là, qui était assez dingue. Elle va avoir la lèvre Euh, gonflée le lendemain matin, hein. ouais, ouais, donc ça c'était super. Après, voilà, il y avait aussi des imprécisions. Tu sens que voilà, il y avait les mêmes défauts que dans les Money in the Bank féminins, je trouve, où tu sens quand même, elles ont beau être super douées, super talentueuses et tout. Est-ce que c'est parce que justement elles en font pas souvent des matchs à échelle par rapport aux mecs, parce que des ladder matchs, il y en a beaucoup plus, et depuis plus longtemps. C'est-à-dire que entre guillemets, elles sont autorisées en quelque sorte à faire des ladder matchs depuis pas très très longtemps. Donc tu sens quand même que il y a des réflexes qui sont peut-être pas là, et il y a des moments où ça fait quand même très chorégraphié, et peut-être des petites lenteurs, mais bon. Écoute, ça n'a pas été trop flagrant sur celui-ci. Je trouvais que c'était un ladder match qui était quand même globalement assez digeste. C'est juste, bon bah voilà, c'est juste ce choix en fait qu'on retient de ce match, c'est ce choix très très marqué de dire que c'est Bianca Belair en fait la méga star et que c'est tout, point final, passer à autre chose. Euh, donc bah, moi presque je leur en veux encore plus a posteriori de nous avoir fait chier pendant des semaines et des semaines et des semaines avec ces histoires de 3 contre 3 qui n'avaient aucun sens, avec les potiches là, Alexa Bliss et Ouais. Asuka. Qui était là à sourire à côté, mais qui servait à rien. Et puis en fait, en fait, elle servait vraiment à rien, parce que Ça met vraiment rien. Honnête jusqu'au bout. Au moins honnête. Ils étaient honnêtes. ouais, non mais bon, voilà. Écoute, ça a le mérite d'être honnête jusqu'au bout. C'est Bianca Belair. Donc bon, à voir. On a vraiment le sentiment pour le coup, contrairement aux autres matchs de la carte, qu'on va pouvoir passer à autre chose. Donc c'est un point positif. Voyons voir ce qui est réservé à Bianca Belair pour la suite. Euh, et puis bah voilà. Ouais. Écoute, je suis un peu emmerdé quand même, malgré tout. J'ai
apprécié ce match. Il y a eu franchement des bons spots. Et malgré les petits moments de flottement, il y a eu quand même des bons tours de force. Autant là où je te rejoins sur... Ok, ils assument que Bianca Belair est leur méga star et ils veulent garder la ceinture autour de ses hanches. Et il n'y a pas de mal à envoyer Bayley entre guillemets au casse-pipe. C'est tout à son honneur. Pour justement asseoir la domination de leur tête d'affiche. Elle a fait le job. Fait le job, mais je suis vraiment embêté sur l'écriture de cette fin de match et j'aurais vraiment, vraiment, vraiment aimé qu'ils trouvent un autre moyen de... Parce qu'au final, l'idée c'était de montrer qu'elle soit forte, donc il n'y a pas de problème. On nous a montré qu'elle était forte, mais j'aurais aimé qu'il se passe quelque chose, enfin qu'on nous le raconte, qu'on prenne un petit peu, qu'on se pose un petit peu plus et que, voilà, que comment dire, on ait le temps. Tu veux, à aucun moment, j'ai cru Bianca Belair allait perdre. Tu vois, malgré l'arrivée en trompe des damage control, à peine tu as eu le temps de les voir arriver qu'elles s'en étaient déjà débarrassées. Et moi, j'aurais aimé qu'il y ait un moment où justement, on se dit ah bah ouais, c'est foutu. Enfin, toi, elles sont trois là, c'est des hyènes là, elles vont pas la lâcher. Et puis bah derrière, en fait, si elle parvient à s'en démettre. Peut-être qu'il y a une petite. Peut-être aussi qu'au passage, tu racontes que des mesh control s'en mêlent un petit peu les pinceaux et c'est ce qui coûte presque un petit peu. Bailey n'a pas vraiment le temps, toi, d'avoir sa chance et d'aller vraiment chercher. Ça se retourne contre elle, si tu veux, toi. Bailey, comment dire, son stratagème du 3 contre 1 se retourne contre elle. Et ce qui permet à Bianca Belair, aussi puissante qu'elle est, de quand même réussir enfin, de s'en sortir malgré tout. Là, c'était presque trop à sens unique. Donc c'est bon, c'est assumé jusqu'au bout, mais c'est vrai que ça me fait un petit peu peur sur cette faction sur lequel finalement, toi j'avais beaucoup d'espoir et sur lequel je me disais, toi, Ouais. ça va être une faction dominante et c'est culotté d'aller l'envoyer directement sur Bianca Belair et ça va rabattre les cartes avec Bayley qui reprendrait le titre par exemple. Ce serait vraiment intéressant, hein. Bianca Belair à qui on peut reprocher un petit peu d'être bloqué en mode cruise, cruise control Ouais, cruise control. depuis qu'elle a repris le titre, depuis le départ de Becky finalement. Je suis un petit peu inquiet sur la suite pour tout le monde en fait, toi, y compris pour Bailey, mais aussi pour Bianca. Euh, c'est assez, ouais, c'est un petit peu. Je suis inquiet, mon beau Giscal, tout simplement. Ouais, ouais, non, non, mais en effet, on est en droit d'être inquiet parce que c'était une faction qui était à l'inverse du trio de Babyface qui n'avait aucune saveur, aucune cohérence et tout. Il y avait une certaine identité qui commençait à se dégager de Damage Control. Je trouvais que c'était des poils à gratter assez divertissants à regarder. Bailey faisait une super leader de faction. Les deux petites jeunes, écoute, elles sont pas sans talent, donc il y avait encore de la marge pour progresser et tout. D'être si les 2 mois en tout cas qu'on vient de voir de Damage Control n'avaient que pour but, enfin en tout cas tout cet investissement de temps d'antenne, de main event de weekly, de tournoi tag team, de match tag team, de machin, de trucs, tout cet investissement n'avait pour but que d'être, en fait c'est un investissement de 2 mois pour être sacrifié sur l'autel de Bianca Belair. Je suis d'accord, je trouverais que c'est très dommage. Pourtant ça y ressemble hein, quand même beaucoup. Oui. Donc bon, écoute, voilà, la suite à Raw, la suite à SmackDown, je sais pas, parce qu'elles sont championnes par équipe, elles pourront apparaître partout, mais, mais ouais, 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 choix assumé à 100%, voilà, à voir ce qu'ils vont en faire pour la suite, maintenant pour Bianca Belair, et pour ces trois heels qui, en tout cas, je pense, mériteraient de continuer ensemble, mais la pente va être raide. Écoute, c'était ce soir également le match du grand retour de Edge. Son premier match en pay-per-view depuis son 15e retour à la WWE. Ce mec, il revient tous les 3 mois. C'est pire que Jeff Hardy, là, j'ai l'impression. C'est le nouveau Jeff Hardy de la WWE. Dans un I Quit match, une sacrée stipulation hein, que ton Johnny préféré, Johnny Boy, il en a fait des I Quit match. Ah, ça. Jamais il n'a abandonné. Est-ce que Edge ce soir va abandonner mon bon Giscal? Eh ben, on va le savoir dans ce match qui a duré quand même 30 minutes. Je crois que c'est le match, oui, c'était le match simplement le plus long de la Oui, soirée. largement. Là, Oui, oui. oui, largement. Puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été racontées.
Edge qui fonce directement sur Balor à peine ça a démarré. D'ailleurs, Balor qui est venu en mode bondage chelou, là, avec ses gros pics, là, Hellraiser, là. Ouais. C'était assez, Euh, assez démoniaque. Mais j'ai trouvé sympa cette petite entrée. Visuellement, je trouvais ça excellent. Ouais. Ouais, voilà, on a bien kiffé. Mon frère et moi, nous avons aimé l'accoutrement de Finn Balor avec cette tête de pique qui était assez flippant. Le mec s'approche de toi en courant, tu te barres. Parce que le mec, on se fait la bise? Non. Non, et puis ce thème song, j'ai trouvé était Ouais! incroyable, hein. Enfin, ce remix de son thème, mais avec un changement de tempo et des distorsions et tout, Hmm. et puis, je sais pas, son attitude, son body language, j'ai trouvé que son entrée était vraiment excellente, et ça va dans le sens on se disait, Raw, je trouve que ça fait plusieurs semaines maintenant que Finn Balor est en train de vraiment, je trouve, s'épanouir à nouveau. Ouais. Je pense il est vraiment en train de trouver quelque chose là qui est très très intéressant, et cette entrée m'a en tout cas bien mis dans le match par rapport à ça. Ouais. Balor qui place rapidement Edge dans un figure fort après avoir attaqué son genou. On attaque beaucoup les genoux ce soir, hein. Les genoux sont attaqués, les genoux ne sont pas en sécurité à la WWE à Philadelphie. D'ailleurs, un petit béco à Paul Heyman qui nous a fait une belle vidéo d'introduction, j'en ai pas parlé, pour nous souhaiter la bienvenue à Philadelphie, même si le mec n'a même pas fait le déplacement, ce gros balourd, il est resté à la maison, pendant que nous, on était en train de regarder ce match d'une demi-heure, mais Edge n'abandonne pas. Est-ce que tu as trouvé que l'arbitre avait fait du bon boulot pendant ce match? Est-ce qu'il était trop présent, pas assez présent? Il posait pas la question. Je me souviens de matchs de High Quick Match où l'arbitre posait la question, mais tu sais, en prenant le Ouais, c'est micro vrai. et en s'enregistrant. Bah, Mm. justement, un match de John Cena, il fait Cena, do you quit? Et John Ouais, Cena, ça c'était je sais plus si c'était contre c'était lui. Robinson là. Enfin, c'est lui là qui faisait ça tout le temps là. Aïe, Mais aïe, aïe, aïe. comment c'est le petit blond là, Little Nate là. Non, mais bon, non, écoute, ouais, le problème, c'est que c'est un des écueils récurrents de cette stipulation. Je trouve que les 5 premières minutes du match, généralement, elles sont imbuvables C'est imbuvable. euh, parce qu'en fait, au bout de 5 minutes, ça sert à rien de leur tendre le micro, c'est Ouais, débile. non. Enfin, Ce qui est encore plus con, à c'est part les aussi les catcheurs eux-mêmes qui demandent à l'arbitre de demander, Mais oui, en mec, alors plus, ça fait même pas dans 2 toutes minutes, tu lui as à peine mis 3 baffes que vas-y ouais, demande-lui s'il veut pas abandonner. ouais. Alors lui, éventuellement, peut-être, il peut faire ça, mais bon, ouais, donc l'arbitre, écoute, il a fait ce qu'on lui a demandé, hein, parce qu'à chaque fois qu'on lui demandait, il tordait le micro. Mais au moins, je suis d'accord avec toi, il n'y avait pas Edge, do you quit? Machin, ça c'est un peu agaçant, ça. Ouais. D'ailleurs, Edge, je pense que c'est à lui qu'on a demandé, enfin, qui a le plus souvent dû dire que non, il Ouais, abandonnait pas. Et d'ailleurs, il essayait à chaque fois d'être original dans trouver une sa nouvelle réponse. Ouais, réponse. ouais. De dire non d'une nouvelle façon. Donc c'est le ni oui ni Et il est non. très insolent. Et il est très insolent. Ah oui, il envoyait paître l'arbitre à plusieurs reprises. Get out of my face, casse-toi. Tu me fais, commence à insulter l'arbitre et tout. Le comeback justement du Canadien qui balance l'Irlandais. Faut pas se tromper, avec toutes ces nationalités représentées ce soir à travers les barrières d'insécurité, la grosse brawl à l'extérieur du ring, hein, sur le set du pré-show là, hein, qui se retrouve un petit peu sur la table des présentateurs quand ils font leur pré-show. On a la verticale souplesse de Edge. Edge d'ailleurs qui récupère une crosse de hockey. Eh oui, on est dans l'arène des Flyers de Philadelphie, hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec cette mascotte qui a embêté le pauvre Miz tout au long de la soirée et il étrangle, il passe la crosse de hockey dans la bouche de Finn Balor. Alors Finn Balor du coup ne peut pas abandonner parce qu'il ne peut pas parler. C'est complètement con, on est d'accord. Eh ben oui, eh oui, eh Est-ce que tu abandonnes? On se retrouve à travers un petit peu à travers l'enceinte enfin voilà, à travers les allées de l'arène. C'était plutôt bien sympa ça aussi, j'ai beaucoup kiffé ces passages là dans le public. Ouais, on a eu quelques séquences plutôt bien foutues avec un Balor qui se prend un morceau enfin le plafond quoi, qui se retrouve à la tête emplafonnée dans les gradins. On se retrouve après dans le ring, les gros coups de chaise. Les insultes commencent à fuser de la part du Canadien, mais personne n'abandonne. Le crossface est placé par Balor sur Edge. Edge ensuite qui reprend le contrôle avec en envoyant Balor dans une chaise. Et puis voilà, on utilise beaucoup la chaise et on verra que ça aura son importance ce soir. On tente différentes prises de soumission. Et Vlatipak, Damien Priest et Dominique débarquent. Mais Edge les fait fuir. Il spire Finn Balor à travers les cordes.
Un autre spear est chargé, mais Rhea Ripley apparaît et elle menotte le Canadien aux cordes. Le Edge pris à son propre jeu parce que Edge, il avait déjà fait ça il y a quelques années. Edge, il aimait bien faire ce genre de filouterie. Bah Edge, il se retrouve comme un con. Et là, le Joe Manger, donc entoure Edge comme des loups, une meute, hein, prête à tomber sur Edge. Et vas-y, qu'on balance des Ken de stick. Rey Mysterio qui débarque, qui se débarrasse de Finn Balor. Il place le 619 sur Damian Priest. Et après, et là, je trouvais ça cool, la bagarre, parce que Dominique fait un gros beatdown sur son père. On n'avait jamais vraiment eu de beatdown, hein, Et sur le fils exactement, au père. Donc, plein exactement. d'histoires, plein d'histoires qui nous sont Ouais. racontées dans ce Et on match. sent, il y a eu une grosse pop, enfin plutôt une grosse hit hein, à ce Ah moment-là, hein, parce oui, que justement le public attendait un petit peu ce moment. Donc, ah ouais, et nous aussi on attendait et on l'a eu, le gros beatdown du fils sur le père qui n'était pas foutu de faire le beatdown sur son fils, et ben le fils lui montre comment faut faire, papa, voilà c'est comme ça qu'on tabasse sa progéniture, en l'occurrence on te montrera comment je fais sur toi, et puis Balor qui revient pour attaquer Edge, jusqu'à ce que Beth Phoenix s'en charge, c'est le gros bordel, la femme de Edge est là ce soir, elle fait fuir un petit peu tout le monde, et puis c'est Rhea Ripley qui débarque, le face-off entre les deux, le spear de Beth Phoenix sur Rhea Ripley. Elle libère son homme qui place un spear sur Damian Priest. Edge et Dominique sont seuls sur le ring. Dominique qui dit ah mais vas-y tonton Edge fais pas le con. Edge qui fait le low blow pour se venger. La distraction suffit à Balor pour placer le Sing Blade. C'est le bordel, encore un spear dans tous les sens, ça ne s'arrête plus, hein. Moi j'en pouvais plus, je dis mais attends ce match va jamais se oh terminer. là Un, là. 2, 3, 3 spears, il s'est bouffé quand même l'Irlandais. C'était, Ouais. c'était Et puis bien celle, hein. Ouais, ouais, c'est super bien celle. À ce moment-là, tu dis l'affaire est pliée, l'affaire est terminée. Edge va vaincre, mais non, au dernier moment, tel Giscal qui change ses pronostics une minute avant la clôture des pronos, le crossface et Rhea Ripley qui attaque Phoenix avec un point américain Ouais. et surtout le coup de grâce donc de Finn Balor. Et la Edge dit non, j'abandonne pas, jusqu'à ce que le Judgment Day et Rhea Ripley tout simplement menacent de tuer Beth Phoenix avec le concerto et Edge n'a pas d'autre choix que d'abandonner pour sauver sa femme, mais c'est inutile puisqu'il offre la victoire à Finn Balor et il offre à sa femme un gros coup de chaise sur la tronche puisque Rhea Ripley, à un moment, elle lui dit d'ailleurs c'est très bien fait, faut écouter, hein, faut ouvrir ses gourdes dans ces matchs-là puisqu'elle dit tu nous as appris ça, enfin tu nous as trop bien appris, on a trop bien appris avec toi et elle met un énorme coup dans la tête de Beth Phoenix qui ne se relèvera pas et le Judgment Day qui part vainqueur, notre ami Finn Balor qui dit moi j'abandonne jamais et c'est donc la victoire de Finn Balor sur Edge. Edge. Que de storytelling ce soir là, on a été vraiment Aïe 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 aïe. jusqu'au bout et la seule façon de faire abandonner Edge, c'était peut-être celle-là jusqu'à là. Eh bien oui, très très bien trouvé, bravo. Ouais, moi j'ai vraiment adoré ce match, qui est pas dénué de défauts, globalement je sortais de là en me disant waouh, putain, il s'est passé trop de trucs, plein de super spots, énormément d'histoires. Ouais, c'était une sorte, c'était presque un épisode de série. Enfin, c'était vraiment voilà, un épisode de 30 minutes. Il s'est passé plein de trucs. Je te dis voilà, de l'entrée de Finn Balor et de Edge ultra motivé. Tu sentais que les deux étaient vraiment pas là pour rigoler. Enfin, de toute façon, on peut compter sur eux, hein. Ils sont vraiment au top quand il s'agit quand même de délivrer la marchandise. Et puis après, bon, c'est un I Quit match de 30 minutes. C'est sûr que c'est un peu trop long, surtout avec Edge. De toute façon, les matchs de Edge, c'est toujours un peu trop long depuis qu'il est revenu, hein. Il tire toujours un petit peu sur la corde. C'est un petit peu le Triple Edge de ces 5 dernières années, Triple là, Edge. hein. Triple Edge. C'est le Triple Edge, hein. Voilà, il y a toujours 5 à 10 minutes de trop dans les matchs de Un Edge. côté Je sais, bon. égomaniaque, tu sens, tu vois, le mec, bah, bien sûr qu'il va Ouais. raconter Ah, des histoires d'une demi-heure. il se fait kiffer, mais bon. Écoute, en tout cas, toujours, enfin, la fin du match, à partir du moment où tout le Judgment Day arrive sur le Ah ring, ouais. toute cette fin de match rattrape, on va dire, largement les longueurs qu'il y a pu avoir en début de match. Des longueurs qui sont presque Euh, quasiment dues à la stipulation elle-même, moins qu'au ouais, c'est protagoniste. ça.
Ouais, bah c'est vrai que c'est une stipulation qui de base tire en longueur, hein, parce que bon, voilà, il faut chaque spot est entrecoupé de l'arbitre qui arrive avec son micro et tout, donc bon, c'est un petit peu longuet. Mais bon, écoute, il y a eu, si tu occultes, on va dire, les peut-être 5 à 10 premières minutes du match, après le passage dans les gradins, c'était super. Ouais. L'arrivée du Judgment Day, voilà, c'était la folie, parce que voilà, c'était inévitable, c'était super bien fait. Les interactions avec Dominique Mysterio et son père, c'était génial. Euh, Enfin ouais, ça faisait vraiment voilà le match overbooké made in WWE, mais qu'on adore, enfin en tout cas que moi j'adore. Et puis c'est vrai que là on pensait que voilà Edge va succomber, il y a plus personne pour l'aider, Rey Mysterio est kaput, et là tu vois Beth Phoenix arriver. Tu vois Beth Phoenix arriver, tu Ça te dis relance aïe aïe tout. aïe, et là les triples, ouais, ça relance tout, les trois spears, tu te dis ça y est, c'est fini. En fait, ce que j'ai bien aimé aussi dans ce match, c'est que vraiment, à plusieurs moments, tu avais le momentum qui switchait Ah ouais. complètement et tu te disais, ah, bah ça y est, c'est fini, c'est lui qui va perdre. Ah, bah non, en fait, c'est lui qui va Et ça, perdre. c'est les meilleurs Et moments dans l'image de catch comme ouais, ça, et où c'est tu es les sûr de meilleurs toi, tu es là: moments. «Mais oui que c'est terminé» et en fait, et Ouais, non! c'est évident, c'est ça. Et en fait, les 10 dernières minutes, j'ai dû changer 4 fois d'avis sur le vainqueur. Je me dis, ah bah non, c'est sûr, c'est foutu et tout. Et c'est super parce que vraiment, les 10 dernières minutes du match, je les ai vécues au bout de ma chaise, hein. J'étais super captivé par ce qui se passait. Ce coup, là, cette Rhea Ripley, là, ce coup de poing américain à l'arrière du crâne, là, de Beth Phoenix, c'est tellement vicieux. Non, mais c'est tellement violent, c'était vachement bien fait. Voilà pourquoi il faut avoir son Euh, gaz au poivre, sur soi. Bah voilà, exactement. Donc non, non, c'était vachement bien foutu. Et puis bah après, voilà, ce concerto, où là, t'as compris que Edge va abandonner. Et t'as compris que comme dans tous les bons films de bons méchants, et ben en fait, c'était sûr et c'était couru d'avance. T'avais presque envie de dire à Edge, mais non, n'abandonne pas, de toute façon, elle est foutue. Tu en trouveras une autre. Non, mais c'est sûr, elle allait, c'était tellement bien joué. Enfin, c'était évident et en même temps, il fallait que ça se passe comme ça, Et que ça se termine en bah, que même temps. les, La seule façon que ça se termine, c'est qu'il abandonne, peu ouais, importe l'issue. c'est ça. Et surtout, il fallait que les heals, bah, en fait, soient des heals jusqu'au bout et ne tiennent pas leur parole, entre guillemets, de dire, bah, si t'abandonnes, on la laisse vivre. Bah non, en fait, si t'abandonnes, en fait, ça changera rien, tu vois. Donc c'était vachement bien fait jusqu'au bout. Le Judgment Day repart avec une hit nucléaire, parce que franchement, le public était Ah ouais. complètement à fond dedans. Beth Phoenix, c'est une grande favorite de la foule. Edge est adoré aussi, donc là, c'était magnifique. Euh, on m'ôtera pas quand même de l'idée que voilà, j'ai beau avoir passé un super moment, c'est un super match de pay-per-view. Ouais. Il y a quand même un truc qui me chiffonne toujours, c'est que bah, en fait c'est la même chose qui me chiffonne depuis des semaines, c'est-à-dire où est-ce qu'on va en fait avec tout ça, parce que j'ai le sentiment que ce booking est en fait un puits sans fond, C'est un où on si creuse, on creuse, on creuse. tu parlais de série, Euh, Giscard, c'est de la ouais, telenovela là, hein. Ouais, Ça mais termine jamais. en fait, comment tu te sors de ça? Parce que Je sais pas. quand, Edge gagne des matchs, et ben en fait, les mecs, le Judgment Day, ils sont là en mode, bah on s'en fout en fait, on est le Judgment Day, nous on On s'en continue. fout. Oh Bah, on s'en fout, ok, il a gagné, mais nous on est toujours le Judgment Day, donc on continue, tu vois. Et Edge, il revient, et il se fait, et au bout d'un moment, il se fait toujours sortir, et il finit toujours par revenir, et ses victoires ne servent à rien en quelque sorte. Et là, du coup, il a perdu, mais tu sais que bah Ouais. voilà, il va revenir parce qu'il va vouloir venger sa femme. Et Beth Phoenix, il va sans doute y avoir un tag team match à un moment. Je sais pas, peut-être ça va peut-être traîner jusqu'au Royal Rumble, j'en sais rien parce que ça peut être quand même un gros match Oui. avec peut-être Rhea Ripley et Finn Balor. Peut-être, enfin, tu me diras, il y a les Survivor Series aussi, parce que du coup, maintenant, ça peut être un truc mixte, t'en sais rien, enfin, parce qu'il y a Rey Mysterio et son fils, donc il y a, et donc, au bout d'un moment, tu sais plus parce que tu sais pas comment est-ce que ça va terminer. Qu'est-ce qu'ils ont prévu comme fin d'histoire? Parce qu'on a déjà vu par le passé que les victoires de Edge ne suffisaient pas. Et en même temps, à chaque fois que on sort Edge du circuit ou qu'on le blesse ou qu'il y a un point final, bah, il revient toujours. Donc c'est vrai que tu sais plus. Est-ce que c'est si Donc gênant que ça? voilà. Est-ce que c'est si gênant que ça? Non, non, en vrai, c'est pas gênant parce que Ça reste je trouve un divertissant du coup. mois. Ouais, depuis un mois, c'est super divertissant, donc c'est cool, tant mieux, et j'ai vraiment envie de voir la suite. Donc c'est vrai que c'est un changement de dynamique par rapport à il y a quelques mois, c'est-à-dire que t'en voyais pas le bout, mais ça te faisait chier de pas en voir le bout. Bon là maintenant t'en vois pas le bout, c'est un peu paradoxal, mais bon en tout cas voilà, j'ai quand même envie que ça continue.
Mais voilà, je reste quand même un peu perplexe sur le endgame de cette histoire, mais voilà. Le endgame, c'est qu'il n'y a pas de endgame. C'est ça, en fait ça, ils vont continuer pendant 10 ans. Ouais, oui, c'est la storyline au long cours, la telenovela où ça ne s'arrête jamais. Il y a Ouais, toujours un frère caché, tu sais, qui arrive, qui revient. Et Edge, c'est vrai que ouais, c'est ça, c'est Edge, ça. putain, c'est vrai que le nombre de retours qu'il a fait dans cette rivalité, Ouais. c'est indécent. Il y a un moment, il faut. Ah oui, c'est indécent. Et puis il passe son temps à dire je vais détruire ce que j'ai créé, je vais détruire ce que j'ai créé. Mais le truc, c'est que le Judgment Day n'arrête pas de grossir et est de plus en plus intéressant à suivre, entre guillemets. Donc du coup, vous faites chier avec votre histoire, quoi. Tu vas rien détruire du tout. Tu vas rien détruire, tu dégages, tu les laisses faire leur truc. Laisse-les, c'est trop tard, laisse-les vivre, les nouvelles générations. Voilà, c'est bon. Un boomer, c'est bon. Il y a des boomers qui veulent pas lâcher, tu sais, c'est ça. Qui lâche pas. Bah écoute, ouais, moi j'ai énormément kiffé ce match, effectivement, mis à part les premières minutes qui, voilà, sont liées à la stipulation, c'est presque agaçant en fait, hein, toi. Tu te dis, bah, voilà, pendant 5 minutes, Ouais. je peux vraiment aller faire autre chose. Malgré tout, il y a comme des bonnes séquences et la fin, c'était vraiment. Pour moi, c'était al dente, quoi. C'était vraiment du super Ah storytelling. ouais, Comme ouais, tu dis, c'est de super, super. l'overbooking réussi. Made in WWE, c'est cet overbooking qui est génial. Cet overbooking qui te fait shifter, voilà, qui te fait vibrer. Tu changes. Et bah, nous qui sommes toujours tellement sûrs de connaître les issues des matchs, là, franchement, les 5 dernières minutes, comme tu l'as dit, on ne savait plus. Et franchement, quand il a placé ses 3 spires, et que en fait, ça n'a pas suffi. Ouais. C'est pas possible. Et puis à la fin, surtout cette magnifique image, vraiment. Bah voilà, tu sais, on parlait tout à l'heure de Karrion Kross versus Drew McIntyre. Alors, c'est dans une moindre mesure, on n'en est pas là. Hein. On n'est Oui, pas dans oui, telenovela, mais il il manquait manquait une ça. Ouais, image c'est comme ça. ça forte, tu vois, de domination, puisque c'est là-dessus que c'est là où sont les enjeux de ces rivalités. Si on veut dominer son adversaire pour montrer qu'on est tout simplement au-dessus. Donc, bah, des mecs qui étaient au-dessus, il y en a eu pour ce main event. Hein, Riddle versus Seth Rollins dans un Fight Pit match. Pourquoi au-dessus? Parce que c'est un match à double étage. Bon, Giscal, il fallait prendre l'ascenseur pour aller tout en haut et pouvoir continuer à se mettre sur les coups, même si on voyait que tout ce que tu faisais tout en haut ne servait à rien et c'était complètement con. Le match donc de la soirée, le main event, avec en plus un invité prestigieux, Daniel Cormier, Hall of Famer de l'UFC, double champion UFC. Alors bon, ça s'est moqué hein, de la forme ou de la méforme sur le Discord de cet arbitre qui avait l'air effectivement d'un vieux vendeur lockir, foot Écoute, lockir ouais. bedonnant. Écoute, il profite de sa retraite. Ouais, alors attends, on ferait tous pareil. Il y en a même qui n'attendent pas d'être en Ça retraite pour se retrouver dans va. cet état de forme. Alors arrêtez. Ouais, il a bien donné, voilà, c'est bon. C'est vrai que c'est rigolo quand on le voyait gesticuler de tout en bas, quand les autres étaient en haut, qui étaient là, ouh, on descendait. T'avais l'impression d'un vendeur de footlocker qui demande à des mecs, arrêtez de faire les coups avec les baskets, là, descendez, là. Redescendez ici, c'est ici que ça se passe. Bon, la cage est installée. C'est la première fois qu'on a un match de ce type-là dans le main roster. Hein. Je crois qu'on avait déjà eu deux du côté Ouais. d'NXT, avec notamment au moins un qui est avec Matt Riddle. Donc Matt Riddle, il est dans son jardin. Il est dans son jardin ce soir dans ce match en cage. Alors du coup, bah, Riddle, il utilise rapidement la structure à son avantage. D'ailleurs, c'était rigolo, vous voyez Seth Rollins qui était complètement perdu, il essayait de s'appuyer contre les cordes, il se cognait contre Eh la ben, il y a plus cage. de cordes. Il s'est de rebondir. Bah, qu'est-ce que c'est que ces conneries qui ont enlevé les cordes? Et bah oui, il n'y a pas de cordes, mon beau Eh, il y monsieur. avait quelques bonnes idées. C'était plutôt sympa. En tout cas, ce moment-là. Donc ensuite, on a bon voilà, il essaie de. Il y a Cormier qui est là pour faire voilà, qui est là pour faire l'arbitre. Alors les règles sont assez étranges, c'est-à-dire on gagne seulement par soumission, donc si on fait abandonner son adversaire, ou par KO, Mhm. c'est-à-dire KO compte de 10. Il faut que l'adversaire Ouais, c'est soit. ça, c'est en mode last man standing. Ouais, Voilà, c'est voilà, ça. exactement. Donc c'est effectivement, on peut traduire ça avec une stipulation de last man standing à la WWE. Sauf que l'arbitre, il décide à partir de quand il compte. Donc c'était la petite différence. C'est que Oui, Cormier, plus le match avançait, plus il mettait de temps au démarrage pour compter. D'ailleurs, à un moment donné, tu ouais. avais Ça va les gars? C'est ouais, bon, ça oui, va? les Ouais. commentateurs qui disaient mais qu'est-ce qu'il Mais fout? ouais, ouais, c'est ça. Ouais. T'avais même Michael Cole qui disait, c'est vrai que là, Corey Graves, je suis obligé de te l'accorder, celle-ci, il met un peu de temps à compter, je sais pas quoi. Et d'ailleurs, quand Michael Cole a dit ça, ça m'a fait dire quand même que je me demande quand même à quel point c'était quand même prévu que Cormier soit aussi naze dans son décompte, parce que pour qu'il le note à l'écran comme ça, c'est...
C'est peut-être que le mec était quand même pas terrible. Ouais. Ah ouais, non, c'était pas une grande prestation arbitrale de la part du Hall of Famer, mais bon, écoute, l'important, c'est que les catcheurs soient là. Alors les catcheurs étaient là, évidemment. On a Rollins qui attaque à coups de super kick, qui met des coups de poing là sur la tête, l'arrière du crâne de Riddle, des souplexes dans cette cage. J'en perds le fil de ce match. On a Riddle qui place un RKO out of nowhere. On a deuxième tentative de RKO, mais c'est le Stomp qui débarque. On est ensuite tout en haut de la cage avec une tentative, un Stomp tout en haut de la cage, mais Riddle l'évite. Rollins qui monte, qui est tout en haut de la cage. Je sais plus pourquoi je me suis retrouvé. Pourquoi? Attends, les mecs qui sont montés qu'une seule fois, qu'est-ce que je raconte? Bref, on se retrouve tout en haut de la cage. Oh, mais- alors, on se retrouve tout en haut de la cage. On a ensuite Rollins qui tombe, parce que Riddle lui place un RKO, je crois, et c'est pour ça qu'il finit par chuter de la cage. Ouais, c'est ça, exactement. Et Riddle qui place une énorme Ah ouais. Floating bro. floating bro, ouais, voilà, de tout en haut. Alors, il y a eu des Ouais. pédigrés aussi, ouais, qui ont été placés tout en haut de la cage. J'avais Ouais, oublié de placer le fameux pédigré dédicace à Triple H. ouais. Il s'est passé quand même pas mal de temps tout en haut de la cage. C'est vrai que c'était assez ridicule avec Cormier qui était en bas, qui leur demandait Avec de deux, descendre. ouais. Parce qu'ils ne pouvaient pas compter qu'ils étaient en haut, en fait. Donc, les mecs, Ouais, les, c'est n'importe quoi les cette mecs se foutaient des stipulation. gros finishers dans la tronche, mais ça servait à rien. Ouais. Si au moins ils les poussaient C'est en contrebas. Mais non. c'est dommage. Oui. C'est dommage qu'ils aient pas eu le briefing d'avant-match sur les règles, parce qu'ils se sont envoyés leur plus gros finisher en haut, Oui, mais ça servait à oui, rien. c'était complètement con, mais bon, voilà. Et puis en plus, ils gueulaient après, ils disaient: «Mais pourquoi tu comptes pas?» Ouais, «Bah, je peux pas je peux pas compter!» voter. Voilà, Riddle, je croyais qu'il était expert, voilà, je sais pas, il avait laissé son expertise au vestiaire. Donc Riddle qui se bouffe la bretonne, hein, donc c'était quand même une sacrée chute, hein. Franchement, Riddle, il a dû aussi bien Ouais, déguster. ouais, Il y a ouais, eu c'était quelques impressionnant. côtes qui ont été Ouais, c'était cassées impressionnant. Ouais. dans ce match de la fosse, hein, ce fight pit match. Et le triangle de Riddle sur Rollins qui, du coup, se retrouve à la fin obligé d'abandonner. 1, 2, 3. C'était pas très bien filmé. Il y a eu d'ailleurs quelques loupés, toujours à la réal. Je sais pas s'ils foutent à la réal à WWE, mais ils ont trop tendance. Ça arrive trop souvent qu'ils loupent voilà, des gros spots, hein. C'est comme le moment où Rollins abandonne et c'était pas très bien filmé. Et Rollins qui abandonne. Et donc, la victoire de Riddle. La victoire de Riddle dans ce main event, bro. Hein, mon frère bro, là. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon bro? Bon bro, bah écoute, ouah, j'ai pas aimé, hein. On va pas de toute façon, on va pas tourner autour du pot. On va pas tourner autour du pot. Je Hmm. pense pas qu'il y ait grand-chose à dire sur ce match. Écoute, Non. c'est raté. Voilà, c'est raté. Ils ont essayé un truc et ils ont raté. Ça arrive, ça arrive. Ce qui est dommage, c'est que c'est en main event et ce qui est dommage, c'était que c'était pour une des feuds les plus chaudes, du moment. Donc c'est vrai que ça déçoit quand même beaucoup. Ça accentue la déception. Cette stipulation, elle est un peu pourrie, hein. Franchement, je pense Ouais. pas que ça vaille le coup de la remettre. Et à mon avis, je pense qu'ils s'en sont rendus compte, hein. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils s'en sont rendus compte. Ce match à 2 étages n'a pas beaucoup de sens. Le fait de ne pas pouvoir compter en haut n'a aucun sens, en fait. Ça peut pas être justifiable, à part de dire, bah oui, bah, en fait, c'était comme ça. Bah oui, bah si c'est comme ça, c'est débile, c'est tout. Et les scènes, les mises en scène en fait de l'impuissance de l'arbitre sont absolument pas des outils de storytelling, c'est plutôt au contraire des outils de mise à nu d'une stipulation Bien débile. sûr. C'est absolument pas bien joué de jouer là-dessus en fait. Dire bah non, l'arbitre peut pas compter, bah alors arrêtez de vous foutre des Ça. pédigris et des Et RKO c'est toi qui fais les en haut de la règles et cage. t'es là à dire, mais non, et je peux pas Oui, puisque les règles me l'interdisent. Mais mec, t'es la ouais. WWE, Donc, change les règles, c'est tout. ah ouais, donc bon, donc bref, bon, c'était n'importe quoi, c'était pas très lisible, et c'est dommage parce que voilà, c'était une super feud, je trouve. En tout cas, c'était une feud qui avait pris de plus en plus d'épaisseur là ces dernières semaines. J'étais assez content et assez excité de voir ce match. Et en fait, ça a accouché d'une souris quoi. Et puis bah écoute, bon bah voilà, c'était un raté, il y en aura d'autres. C'est juste que Seth Rollins nous avait habitués à de quoi qu'il arrive transformer n'importe quoi en or. Bon bah là, la montagne était trop haute pour lui. C'était pas possible ce soir. Ouais, je suis d'accord. Ils ont essayé, mais ça pas clic, quoi. Effectivement. Alors, il y a des gens qui ont kiffé ce match, à mon beau Giscal. On peut lire Sans doute. des bons retours. Donc là, je pense que c'est vraiment une histoire de est-ce que à quel point tu trouves qu'ils ont réussi à transformer,
à magnifier cette stipulation, parce qu'on était quand même dans le main event du pay-per-view avec, comme tu l'as dit, la rivalité la plus chaude. Moi, je pense Mm. que tu pouvais tout simplement. Tu as déjà un outil à la WWE qui s'appelle un Ah, Hell in a Hell in a Cell, Cell et il y que a... tu voilà cette stipulation, ce match méritait un Hell in a Cell match tout simplement Ouais, tout à fait. pour Non, mais clore ce pay-per-view. ouais, ils ont tenté un truc, mais c'est vrai que puis en fait, au final, j'ai trouvé que ça avait pas grand-chose d'extrême ce match. C'est vrai qu'à part le Breton du haut Ouais. du haut de la cage, là, du haut du pit, qui c'est vrai pour le coup était très impressionnant. Il y a eu c'était un joli holy shit moment là, comme le public a bien chanté. Mais sinon, écoute, c'était une bagarre dans la cage, quoi. Mais Mm. je pense ils auraient plus gagné à faire un bon vieux TLC des familles ou un truc un peu vénère avec plein d'accessoires et ils auraient pu faire des spots de ouf parce que les deux, c'est des grosses têtes brûlées. Et là, en fait, ils étaient presque contraints par cette stipulation stupide Ouais. qui leur a empêché, je trouve, de faire quelque chose de sympa, Mm. quoi. Alors vraiment, ce moment où ils sont au second étage et que, en fait, tout ce qu'ils font ne sert à rien, c'est seulement le truc qui m'a tué, quoi. C'est vraiment le truc qui m'a tué. Ouais, Parce ouais, qu'au début, c'était j'étais en train de pénible. me dire, ouais, voilà, la sauce va monter, il va se passer quelque chose, mais en fait, c'est complètement con parce que la configuration de ce type de match veut que c'est une fois que tu es en haut, que tu es à l'étage, que grosso modo, on monte en tension et que tout peut se passer, tout est possible. Sauf que non, en fait, une fois que tu es tout en haut, plus rien ne peut se passer, plus rien n'est possible. Puisque tout ce que tu fais ne sert à rien. Donc en fait, c'est anti-catch, cette stipulation. C'est Ouais. anti-catch. Puis ce qui est doublement dommage, c'est qu'en plus, je trouve que en fait, ça a complètement. Enfin, évidemment, je sais parce que c'est le pay-per-view et le pay-per-view vient de passer, donc je sais qui a gagné et je connais le finish du match et tout, mais je trouve que en fait, ça a complètement dénaturé presque le résultat de la rencontre. C'est-à-dire que je sors de ce match-là et presque, je me dis que peut-être que dans 2 semaines, je saurais même plus qui est-ce qui l'a gagné et comment. Parce que c'était tellement, j'ai trouvé scénaristiquement, enfin, c'est pas scénaristiquement, mais scéniquement raté, Mm. que en fait, cette victoire tombe à plat, parce qu'il faut quand même, il faut quand même se dire que Matt Riddle a soumis Seth Rollins, c'est quand C'est même un gros truc, incroyable. quoi. C'est quand même un gros truc, et pourtant, je sais pas si toi t'as eu la même chose, mais sur le moment, ça m'a rien fait. Tu vois, Bah non. j'ai trouvé que c'était très plat. En plus, le tap-out était pas très bien Et oui, c'est filmé, mais ça en bon, de toute façon, plus. c'est vraiment raté jusqu'au bout, quoi. Et je me dis, est-ce que Matt Riddle va même pouvoir en tirer quelque chose de ce match-là? Je sais même pas. Ouais, surtout qu'en plus, il l'a battu, mais sur ses propres terres. Donc, il se passe dans Ah une ouais, configuration qui le mettait à l'avantage. Donc, c'est étrange, ouais, toi. L'inverse aurait été plus incroyable pour lui, c'est de battre Seth Rollins dans une chambre d'élimination, enfin ouais, dans un Hell in a ouais, Cell un ou match en un cage. match en Ouais, cage ouais, ou une stipulation pour laquelle Seth Rollins est fort, par exemple, toi, pour justement aller ouais. montrer qu'il pouvait Hmm, le battre, qu'il était rentré dans sa tête, mais qu'il allait le battre sur ses terres. Là, c'est vrai que, hmm. ouais, voilà, tu l'as dit, entre cette deuxième moitié qui est neutralisée parce que ça ne sert à rien, plus cet abandon de cette Rollins qui sans momentum. Ouais, et puis surtout, c'est ce qui se passe après qui était le plus Et puis émouvant. voilà, Puisque difficile, difficile. difficile de Ouais. passer avant ce qui arrive après, pour Bourges d'Escale. Et ce qui arrive après, au moment où les crédits, le petit logo WWE arrive, ce n'est pas la fin du show. Non, restez devant votre écran. Les lumières s'éteignent sur Matt Riddle. Pitch black, noir complet, dans l'arène de Philadelphie. Le petit téléphone s'allume, les écrans de vos smartphones gigotent dans la nuit, tels des lucioles. Et vous avez raison de faire cela. Pourquoi? Parce que le chant He got the whole world in his hand retentit. Le chant de Bray Wyatt est là, remixé en plus. On entend bien la voix de Bray Wyatt qui récite ce chant, cet hymne qui a porté les arènes, les stades entiers du monde entier à la WWE à l'unisson. Hein, le public est complètement dingue puisqu'on commençait à se demander mais attends, qu'est-ce qui allait se passer? Parce qu'ils avaient juste repassé, je crois, vite fait une ou deux vidéos qu'ils avaient déjà passées en weekly. Donc finalement, il n'y avait pas grand-chose par rapport à cet événement qui avait trans, transpiré tout au long de ce match. C'est le podcast qui transpire le catch, oui, on est là.
Oui, c'est ça, c'est un peu trop Ça transpiration, là. dégouline, ça sointe, voilà, qui sointe. Et donc ce chant, mais incroyable, j'ai adoré cette musique, voilà, on parlait de remix et tout, de theme song de Finn Balor, mais là, c'était super, c'était une espèce d'agonie, genre il revient d'outre-tombe, quoi, dans cette voix-là, cette voix qui nous récite cette chanson, et puis alors là, on bascule dans un univers cauchemardesque quand soudain apparaît dans les gradins, dans les gradins, Huskis, donc le cochon de la Firefly Funhouse, les marionnettes de Bray Wyatt qui prennent vie. Alors on a tout d'abord ce cochon, mais horrifique, on croit dans un film d'horreur, un tueur en série complètement barré. Le costume, c'est le costume le plus réussi. Ça m'a foutu des frissons, mon Giscal, quand j'ai vu le cochon. Ah ouais, Là, il y a là, débat avec la sorcière, moi je ah, t'avoue, avec la mais ouais, sorcière. ouais. Alors la sorcière, en plus, un petit symbole un peu Ah oui. particulier, évidemment, pour tous les amoureux du catch et tout ce qui a bien pu se passer ces dernières années. Donc on a eu donc ce cochon qui apparaît et j'ai vu des vidéos, hein, de gens qui étaient dans l'enceinte. On était bien devant notre télé parce que devant ta télé, vraiment, et tu loupais rien du tout, hein, parce qu'il n'y avait pas de retransmission vidéo dans l'arène, en fait. Les gens n'avaient pas un Hmm. retour de ce que nous on voyait. Donc mais par contre, c'était le chaos total, hein, dans le public. Les gens étaient là, mais qu'est-ce qui se passe? On voit rien, vous avez vu, là, il y a un truc là, quoi? Et puis t'as pas le temps de voir qu'en fait c'est déjà disparu. On passe déjà à autre chose. Alors, on a ensuite Mercy the Buzzard, donc qui est là. On a le lapin, évidemment, Rabbling Rabbit, et puis Abby the Witch. Tu en as parlé, Abby the Eh Witch, qui est oui. là, Abby the Witch, et qui a sous son voile de veuve, en fait, elle avait porté un crâne, un ossement, un crâne de bête, hein, je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est, Ah ouais, un ouais. daim ou je ne sais Très, quoi. très Et en flippant, hein. fait, c'est tout simplement, et il y en aurait plein, un petit clin d'œil aux Blue John Brothers, Eh Brody oui. Lee, qui, voilà, ils avaient porté Hmm. notamment ce masque-là, je crois, à WrestleMania pour leur entrée. Donc, deux ou trois Hmm. petits clins d'œil, hein, son vieux poteau Luke Harper, Brody Lee, et puis là, une tête coupée, tranchée sur la table des commentateurs de Michael Cole. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette Ah, il merde? se lève d'un Oui, coup, là, ouais, il c'est a pas mal. Ouais. flippé, flippé. Et le Fiend qui apparaît également aux abords du ring. Alors là, une grosse pop, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était le Fiend qui revenait pour de bon, mais non, c'était quelqu'un Bah habillé oui. en Fiend. On a eu droit tout simplement à un inventaire du bestiaire complètement barré de notre ami Bray Wyatt. La lumière s'éteint et une porte apparaît, une porte d'une fumée, une petite lumière comme ça qui apparaît. Une vidéo est lancée sur le Titantron, mon beau Giscal, avec la Firefly Funhouse qui est sous la poussière. Toutes les marionnettes sont mortes, donc l'univers de la Firefly Funhouse est mort et enterré. La musique part en couille à ce moment-là. On a un homme masqué qui apparaît à l'écran avec plein d'effets graphiques, très 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 dérangeants. Et l'homme nous demande Who killed the world? Who killed the world? You did, you did. Voilà, des répliques qu'on a entendues pendant ces longues semaines pleines d'indices qui ont émaillé ce grand retour de Bray Wyatt, puisque c'est bien Bray Wyatt qui va ressurgir et qui va entrer par la porte, une porte lumineuse. Là aussi, un petit rappel à Brody Lee dans son gimmick de Dark Order, de leader du Dark Order, voilà, qui a un petit, Mhm. voilà, la porte lumineuse bleue. Il y a pas mal de comparatifs qui ont été faits. Encore un autre petit clin d'œil. Et puis, l'homme masqué apparaît à travers la porte avec la lanterne bleue cette fois-ci. Le masque se retire. L'identité de l'homme se dévoile. C'est bien Bray Wyatt, l'homme Bray Wyatt, Rotunda, qui est là et qui nous murmure quelque chose. Je n'ai pas bien entendu d'ailleurs ce qu'il nous a dit. Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit avant de souffler sur sa lanterne? Bah, je crois qu'il a fait son bon Let vieux, me in. comme à l'époque. Are we here? Non, I'm I'm here. Ouais, here. ouais, enfin, we're here ou I'm here. Je crois qu'il l'a dit au Ah singulier. bah Je oui, crois que I'm c'était here en I'm nous here. regardant droit Mais dans les yeux, hein. ouais, Droit dans les yeux. ouais. Et la lanterne s'éteint et c'était mais une pop monstrueuse, une mise en scène. Oh, bah. Mais là, c'est Oh. le théâtre antique romain, le cauchemar du 21e siècle. Pascal, on savait, il n'y avait pas de doute sur l'identité, mais alors cette mise en scène, cauchemardesque, cauchemardesque. C'est ça, cauchemardesque. C'était incroyable. Ça fera date, hein, concrètement, ce retour de Bray Wyatt.
Bah, de toute façon, si vous ne l'avez pas vu, juste allez voir la vidéo qui a déjà passé, enfin qui bat déjà tous les records sur la chaîne YouTube de la WWE de ce retour au grand format. Et c'était exceptionnel. J'étais scotché à mon écran de bout en bout. C'était fascinant, déroutant, malaisant. C'était extrêmement bien fait, je trouve. Et à la fois, c'était exagéré, ridicule. Enfin, en fait, il y avait tout. En fait, ce qui fait la folie et du catch Hmm. résumé dans ce retour. En fait, il y a que à la WWE que tu peux voir des mises en scène pareilles qui sont, ouais, voilà, c'est ça, à la fois complètement folle et ridicule pour un néophyte qui passerait par là et complètement captivante et passionnante. Et on est là en train de complètement en émoi devant ce genre de segment depuis des années. Ouais, c'était un retour incroyable. Et il y a juste à écouter le public, hein, pour voir à quel point c'était exceptionnel. Le public, c'était pop sur pop sur pop sur pop. Il y a eu explosion de la foule quand il y a eu la musique de Bray Wyatt, enfin le chant qui a commencé. Puis après, c'était pop sur pop avec les petits spotlights sur les différents personnages de la Funhouse. Et puis après, quand la porte est apparue, puis quand il y a eu la vidéo. En fait c'était on comprenait petit à petit, enfin c'était tout un segment c'était presque pareil, une histoire, une sorte de conte Hmm. un peu machiavélique qui nous était raconté. Et pour arriver à ce moment où il arrive, il dit qu'il arrive, il est là, il éteint sa lanterne et on finit là-dessus. Bah, c'est incroyable, je pense ils vont battre tous les records, hein, pour Raw là, Ouais. lundi, parce que je pense qu'il y a une hype qui est monstrueuse. Ouais, quelle arrivée. Et puis alors maintenant, toutes les théories sont déjà parties, hein, depuis 24 heures, enfin même pas depuis 24 heures, ouais, si, depuis 24 heures, là, ça y est, ça y va bon train. Il y en a qui voient dans tous ces personnages de la Funhouse dans le public potentiellement les prémices, les contours d'un clan. Il y a pas mal de théories là-dessus. Pour ceux qui suivent un petit peu sur les réseaux, il y a Seth Rollins et Liv Morgan qui ont leur compte Twitter est devenu tout noir. C'est-à-dire que leurs photos, leurs bannières et leurs messages, tout est en noir, tout a disparu. Ouais. Donc il y a beaucoup de théories qui tournent autour de ça. Il y a aussi le fait que, je sais pas si tu as vu en live, mais Abby the Witch, quand il y a les projecteurs qui se mettent sur elle, derrière elle, il y a des ceintures de championnes féminines Hmm. qui sont pour beaucoup un indice peut-être de l'identité qu'il pourrait y avoir. Donc, en tout cas, voilà, il y a des choses déjà qui se passent de dire est-ce que Bray Wyatt revient seul? Est-ce qu'il revient accompagné de son culte? Parce que c'est vrai qu'il sa gimmick, voilà, il revient aux sources un petit peu de son personnage de leader de culte qui avait connu aussi de belles heures, hein, à l'époque. Voilà, en tout cas c'est ultra excitant. C'était une mise en scène qui était incroyable, sans doute quelque chose qu'on n'a pas vu depuis quand même très très longtemps, une telle mise en scène. Moi déjà j'avais été complètement fasciné par la mise en scène de l'arrivée du Fiend à l'époque. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait plus revu depuis l'Undertaker en termes de mystique, Ouais. en termes d'aura. À chaque fois, les entrées du film, on avait l'impression que l'air était complètement aspiré des arènes et qu'il y avait une sorte d'ambiance complètement suffocante qui se mettait en place. Là, on retrouvait encore cette atmosphère-là. Il y a que lui qui est capable de faire ça. C'est vrai qu'il a quand même quelque chose. On pourra critiquer ses runs passés, tout n'était pas parfait. Clairement, le booking, il y avait beaucoup de choses à redire. Son catch n'est pas forcément le plus enthousiasmant, mais force est de constater, et encore une fois, la preuve ultime, c'est la réaction du public dimanche, c'est que ce mec, il sait comment être incroyablement over et créer un univers qui embarque les gens. Donc, à voir maintenant avec Triple H aux manettes et cette nouvelle version de Bray Wyatt, comment est-ce qu'ils vont réussir à embarquer la foule. Mais cette entrée en scène, en tout cas, donne l'eau à la bouche et j'ai extrêmement hâte de voir Raw ce soir pour savoir si qu'est-ce qui va se passer, quoi. Ouais. Excitant, envoûtant, dérangeant, tu l'as dit, mais tout autant fascinant, hein. C'était ça aussi, on est dans l'univers, on est plongé dans l'univers d'un mec torturé, créatif, qui arrive à relier à chaque fois tout ce qu'il fait, d'un point de vue écriture de son propre personnage, tu vois, de sa propre legacy quasiment, hein. T'as l'impression que c'est lui qui écrit
propre destinée, ce Bray Wyatt, qui se réinvente en permanence. On sait que Triple H, ouais, qu'il l'avait annoncé, il était fan du bonhomme, mais il me disait que le mec est incontrôlable si tu le laisses tout seul à booker un Ouais, épisode de ouais. Monday Night Raw, ça part vite en couille, en grand n'importe quoi. Là, clairement, il revient, j'imagine il va être drivé. Il y a des scénaristes qui bossent avec lui, des mecs qui sont des scénaristes d'Hollywood et tout, qui vont bosser sur ce projet qui s'annonce déjà dantesque, hein, là, avec le retour de Bray Wyatt et tout cet univers. C'était tout simplement incroyable. Moi, écoute, j'en ai encore des frissons hein, en regardant. Je me suis regardé plusieurs fois les vidéos. Et Ah cette ouais, mise ouais. en scène avec la musique, et puis les booms, tu sais, quand et ça zoome en même temps sur Ah ouais, le ouais, premier c'était. zoom sur ce cochon. Mais tu t'y attends pas. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que tu vois apparaître? Et puis il est là, la tête baissée, toi, ce cochon humanoïde, quoi, humanisé. Et donc ces marionnettes qu'on prévit, mais tu fais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Enfin, franchement, tout était, mais c'était du théâtre, mais puissance 10 000, quoi. Où on occupait l'espace, on occupait l'air, le temps, le son. Enfin, il y avait tout, quoi. Et c'était incroyable d'être complètement immergé, comme tu l'as dit. C'était de la grande, grande mise en scène, Ah ouais. comme la WWE sait le faire. Mais c'est rare d'avoir une telle débauche de créativité et de moyens, on va dire. Enfin, de moyens, il n'y avait rien de très compliqué. Mais en tout cas, sur un pay-per-view comme ça, presque secondaire, hein, c'est vrai que il y avait aussi le fait qu'on était, alors, pris de court, je sais pas, parce que c'était une des questions du tiebreaker des pronos, il y avait beaucoup de teasing, donc on savait qu'il se tramait quelque chose, mais le pay-per-view était presque tellement anecdotique que ce segment final nous fauche presque, nous aspire d'un coup, alors qu'on avait passé une soirée pas forcément inoubliable, et tu te prends ça en pleine gueule. Moi, c'était vraiment une claque, hein. J'ai trouvé que c'était peut-être le contraste aussi entre le pay-per-view et la grandiloquence de ce retour joue aussi un petit peu dans l'impression, Mm. peut-être. Ah bah ouais, carrément. Tu sais, rien que le fait que tu n'avais pas genre un match de la Bloodline, enfin, même pour moi, toi, il n'y avait pas vraiment de main event complètement sûr. Euh, Ça jouait beaucoup. Je me suis dit, il va se passer quelque chose, évidemment, mais ça va être. Je sais pas si je me suis dit, ça va être énorme, mais tu sentais qu'il y avait la place, toute la place pour le retour de Bray Wyatt, que c'était limite ça le véritable main event. Le main Ah event. ouais, Ah oui, bah de toute clairement. façon, Ouais. tout le monde était là pour regarder. Ceci dit, ils ont quand même plutôt bien géré leur barque parce que il n'y a pas eu vraiment. Enfin, le show n'a pas été hijacké par des chants We Want Wyatt ou des choses comme ça. Non, c'est vrai, tout à fait. Quand bien Ouais, même, tout j'ai à fait. trouvé le public loin de sa réputation il y a 20 ans, on disait Philadelphie, la EC Dub et tout, mais c'est un public qui était assez sage et qui se soulevait quand il fallait se soulever, mais il n'y a pas eu un public qui était particulièrement dingue, mais je pense que les gens étaient aussi très impatients d'avoir ce retour de Bray Wyatt, hein. Les gens ont acheté leur ticket quasiment pour ça, hein. Manifestement, ouais. Mm. Donc c'était assez incroyable. Et donc, comme tu l'as dit, on est embarqué dans ce retour de Bray Wyatt. Alors, tout est possible, tous les scénarios sont possibles, des factions. Alors, honnêtement, je pense pas qu'on reverra les marionnettes. Ceux qui commencent à faire des délires de factions avec les marionnettes, on va pas les voir catcher ces marionnettes. On n'aura pas Non, de non, mais peut-être que Survivor, on n'aura pas de Survivor match. non, Firefly Funhouse versus la Bloodline. Même si ce serait très non, non, drôle. en effet. Et effectivement, Non, par contre, il se chacun. peut que ce soit une façon d'amener la faction, en effet, d'annoncer les membres. Alors attends, si t'as Mais Seth Rollins ça, et voir Liv ça, hein. Morgan dans la faction, non mais attends, Non, non, mais je dis ça, je sais pas, je te donne les infos des réseaux sociaux ce qui se de, passe, de ouais. ces 24 dernières heures. Ouais. C'est Mais voilà, en tout cas, il se passe des Ouais, choses. ouais, ouais, bien sûr, bah oui, oui, bon voilà, Liv Morgan, le retour, enfin, comment dire, le frangin de Bray Wyatt, donc Bodalas qui a signé, hein, il est de retour aussi à WWE, bah, il était backstage là-dedans, Ouais. donc il va sûrement se passer aussi des choses. Tout est possible avec Bray Wyatt. Moi, je le vois vraiment. J'imagine pas encore ça comme une faction, mais on va clairement retourner vers un truc plus. Je serais pas mécontent s'il retournait vraiment à ses premiers amours, à savoir ce leader de clan, ce culte, côté culte qu'il avait, Ouais, tout à et fait. qui finalement Mm. était une frustration un petit peu, hein. Tu sais, on s'était toujours dit, c'est jamais allé vraiment jusqu'au bout. Il y avait un moyen
d'aller très très loin avec cette Manson Family là, qui Absolument. était très dans Ouais. l'air du temps, peut-être même en avance sur son temps quasiment, peut-être, toi, à cette époque, il y a 10 ans. D'ailleurs, j'ai regardé deux vidéos. J'ai regardé, bon, évidemment, la séquence avec John Cena, ou dans sa rivalité avec la Wyatt Family, quand il y a les chants des enfants, tu sais, la chorale des gosses qui chantaient cette fameuse chanson à John Cena. C'était vraiment super. On avait déjà ce délire de mise en scène. Puis j'ai regardé aussi la Firefly Funhouse, les premiers épisodes. Et puis j'ai aussi regardé les premières promos vidéo de Bray Wyatt en tant que leader de clan, de culte, donc la Wyatt Family. Et dans la première vidéo de ces clips qu'il balançait avant que son arrivée dans le main roster, c'était à l'époque où il transitionnait entre NXT et, euh, et donc le main roster. Sa première réplique, alors je sais plus, je crois que je l'avais noté, elle est pas. Alors, c'est pour les gens qui aiment bien voir des détails partout. La première chose que Bray Wyatt dit dans cette première vidéo de l'annonce de l'arrivée de Wyatt Family à Raw, c'est all this is a riddle. Everything around me is a riddle. Ah, Et à quel moment apparaît Bray Wyatt? C'est quand Riddle disparaît. ouais. Pitch Black. Ah, c'est sûr que. Alors, bon, je vais chercher loin, mais quand j'ai entendu ça, je fais putain, je suis sûr que le mec est tellement taré qu'il a demandé à ce que ça soit Riddle qui termine le show pour pouvoir apparaître. Bon, voilà, la créativité du mec est sans limite, donc c'est assez incroyable. C'est comme ça que s'est terminé ce pay-per-view, mon bon Giscal. C'est l'heure du mot de la fin, mais avant, je vais dire très rapidement ce qu'ont pensé nos amis, nos camarades de Catch-Up. Je vais retrouver, parce que j'ai arrêté de censurer, je vais retrouver ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Papy? Il a dû dire encore des méchancetés, je pense, hein. Oui, oui, il a dit des Il a dit des saloperies. Ouais. saloperies. Bon, toi, t'avais mis ton avis. Heureusement que tu c'est le parpaing, là, le bloc. Avis l'extrême rule de Papy, le PLE de la bascule dans la médiocrité, tout simplement. Et il n'a pas aimé. On le sentait venir avec des weekly moyennes là, ce qui s'enchaînait semaine Bon. après semaine. Mais jusque-là, les PLE s'en sortaient. Là, ce qui devient arriva. Cette carte qui nous motivait tant n'a pas à confirmer nos craintes de bons matchs avec le I Quit et le Denis Brock match, là. Un match sympa, mais précipité pour le titre féminin. Blablabla. Le retour de Wyatt était tellement attendu, trop peut-être. La foule était particulièrement en dehors du coup, le reste du PLE pour se mettre à crier holy shit. Dès qu'ils ont éteint l'interrupteur pour faire des économies d'énergie, oh là, il y a d'un cynisme. Quel cynisme. Le mec qui n'aime rien. Il ne sauve pas le reste. Ah, voilà. Top I Quit match et le flop, le Fight Fit match. Et il donne un 2,75. Tout simplement, il pense que par manque de star power, c'est un échec. Le gars emmenait la foule, bref. Puis il n'a pas trop kiffé. Quant à Raphaël, son top c'est le I Quit match et son flop c'est le strap match, gros raté. Et une note de 2,5 pour un pay-per-view qui a manqué d'extrême. Peu de spots impressionnants, de résultats ou d'arrivées inattendues, d'issues qui changent la vie. Perception liée au casting dans un show de mid-card sans champion, sans ceinture. Allez, Raphaël, il lui faut des ceintures, il lui faut des champions, sinon ça va pas. Et toi? Ah bah non, Eh il y a oui. Letty aussi à la poster là, tout à l'heure. Eh oui, il est Mais le plutôt mitigé, seulement 2 bons matchs. Ah, ils sont durs nos chroniqueurs. Les Européens en ouverture et le I Quit match. Pareil, hein, le même top, le même flop. Et sa note 3,25, elle a mis plus que la moyenne pour la Quit un peu match, mieux ouais, quand même. parce qu'ils ont l'intelligence de faire revenir Bray Wyatt de cette façon sans l'envoyer dans une rivalité tout de suite. Oui, je suis d'accord, Letty, on n'a pas besoin de ça. Cette arrivée complètement dingue qui suffisait à elle-même. Et toi, Giscal, alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Quel est ton mot de la fin, ton top, ton flop et ta note? Allez, et ben écoute, mon top, je vais pas le donner à Bray Wyatt parce que j'ai presque l'impression que c'est un segment qui est tellement hors du temps, Ouais. hors du pay-per-view que je l'exclus presque du pay-per-view. Et donc mon top pas au I Quit Match, même si c'était fantastique, mais vraiment, c'est le top du cœur. Je vais le donner à Sheamus, qui m'a régalé, qui me fait plaisir avec cette seconde jeunesse, là, cette fontaine de jouvence qu'il a retrouvée avec Ridge et Butch. C'était super, énorme baston, les Brawling Brutes ont eu une magnifique victoire, super, franchement un des plus bels openers de PLE, parce que je vois que ce terme est maintenant, c'est vrai, j'oublie, je dis toujours pay-per-view, mais PLE. Meilleur opener, ouais, vraiment depuis très très longtemps, donc super boulot les gars, bravo. Et mon flop, écoute, je vais pas me priver, on va continuer, hein, c'est les filles avec Liv Morgan
Et Ronda Rousey qui sont passés complètement à côté une nouvelle fois. Mais il n'y a pas que elle, hein. Il y a tous les bookers qui ont écrit ce match et qui ont participé à l'écriture depuis 2 mois. Donc allez tous vous faire foutre. Et puis passons à autre chose. Et ma note, c'est un pay-per-view qui est quand même assez compliqué à noter, je trouve. Parce que c'est ce que j'avais écrit dans mon avis sur le Discord. C'est a priori un pay-per-view qui te laisse des souvenirs un petit peu plein la tête. Il y a eu des moments assez fous dans le I Quit match. Il y a eu cette intro de show, il y a eu cette conclusion de show. C'est vrai qu'a priori, il y a un pay-per-view qui réussit bien ses deux bouts, le début, la fin, et qui en plus te parsème ça de quelques moments quand même incroyables, devrait être un bon pay-per-view. Et pourtant, entre tout ça, il y a eu tellement de tiédeurs, de choses moyennes, mal écrites, mal exécutées, mal ficelées, ouais, je sais pas, que j'arrive pas à trop décoller de la moyenne. Donc encore une fois, j'exclus un petit peu ce Bray Wyatt qui pour moi est complètement, enfin c'est presque un second pay-per-view de 6 minutes juste après le pay-per-view qu'on a eu. Que je vais mettre un 2,75 moi aussi. Parce que je crois que c'était la note de Papy. Donc je suis un petit peu déçu quand même de ce pay-per-view, malgré toutes les bonnes choses qu'on a pu en dire. C'est trop inégal tout ça. Ouais, je te comprends, je te comprends. C'est vrai que il est difficile à noter. Il faut tout prendre, hein. Moi, je prends quand même l'arrivée de Bray Wyatt. Le mec, si tu retires tout, c'est comme dire bah oui, mais l'autre, si il avait pas eu de carton jaune, il aurait pas eu de carton rouge. Ou le résultat du match aurait changé s'il avait marqué un but. Bah oui, c'est sûr. Non, Bray Wyatt était là. Après, ce n'était pas tout, hein. On s'est quand même coltiné 3 heures de catch avant. Et c'est vrai que c'était un petit peu. Ça a soufflé le chaud et le froid. Moi, mon top, je le donne à Bray Wyatt. Je le donne à Bray Wyatt. J'ai eu trop de frissons et j'en ai encore trop rien que d'y repenser pour ne pas lui donner. Même si je suis d'accord avec tous les tops que vous avez donnés. Mes flops, c'est pas, j'en ai plusieurs. Mais moi, je vais quand même le donner à cette fin, à Damage Control, à cette fin de booking pour le match de storytelling, pour le match de Bianca Belair face à Bailey. Ça m'embête vraiment. Ça m'embête vraiment tout ce qu'ils ont fait là, tous ces mois là, passés pour monter avec cette faction, pour au final juste encore booker fort Bianca Belair, mais ils auraient pu faire ça beaucoup, beaucoup mieux. Ma note, moi, par contre, alors, tout n'était pas parfait. Il y a eu comme une ou deux bouses, mais les temps forts étaient vraiment très, très forts. Et je vais oser aller jusqu'à 3, allez, 3,5 pour moi. 3,5 pour ce Ah bah pay-per-view. écoute, Voilà. Mais je compte Bray Wyatt, hein, jusqu'à moi, je mets Bray Wyatt dedans, hein. ouais, je Je mets comprends, je Bray Wyatt parce comprend. que C'est ce que j'avais dit, je crois que si je restais sur l'intro et la fin, je mettais 4. ouais, Mais si je prenais tous les matchs du milieu, je mettais 1,5 ou un truc oui, comme ça. c'est Parce ça. que vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des sacrées erreurs, quoi. Ouais, Mais, c'est vrai. bon, écoute, ça se défend. Je suis heureux d'avoir cet enthousiasme que j'ai d'habitude, mais que du coup, tu me remplaces sur ce coup-là. Eh oui, je suis le nouveau Giscal, je t'ai remplacé. Et c'est comme ça que c'est terminé. Donc, cette grosse analyse de Extreme Rules, un petit détour très rapidement vers les pronostics, parce qu'il y a eu du grabuge, il y a eu du chamboulement, mon beau Giscal. Alors, il y en a. Et Alors, oui. c'est amusant parce qu'il y a des gens qui, sur le Discord, ont réussi à trouver que ce pay-per-view est très, très difficile à pronostiquer. Alors, je sais pas s'il était si difficile que ça à pronostiquer. Il y a eu quelques surprises, hein. C'était pas forcément facile de faire un perfect, même si nous avons eu des perfects pour ce pay-per-view dans ce concours de pronostics. Et donc, on a eu des grosses loses, hein. On a eu des grosses loses quand même. D'ailleurs, y compris au sein de Catch-Up, hein. Je vois que Letty n'a pronostiqué qu'un seul bon match. Raphaël, c'est pareil. Non, Raphaël et Papy en ont pronostiqué deux. C'était franchement pas terrible. On a eu deux perfects, tout simplement. Sully Perfecten Tout simplement. et Giscal ont tous les deux. Alors, c'est dans son nom, hein, Sully Perfect. Il fait des perfects, c'est son Ouais. gimmick. C'est son gimmick. Ont tous les deux fait un perfect. Giscal, pareil. Toi qui as changé au dernier moment ton prono Oui. pour Finn Balor en mode YOLO. Ouais, en mode YOLO, exactement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais en fait, ouais, ouais. Au final, j'avais fait le Calimbero là sur le Discord à dire ouais, c'est pas facile à pronostiquer ce pay-per-view et tout machin. Euh, je- mais je pense quand même, enfin, c'est un des rares pay-per-view, je pense, où
je me suis dit, bon, allez, de toute façon, je sais pas, pour moi, il y avait trop de matchs très serrés. Donc, j'ai vraiment essayé de mettre les résultats qui me semblaient être les plus souhaitables dans ma vision des choses. Ce que je fais d'habitude, j'essaye un peu de voir où est-ce que les histoires nous emmènent et tout. Mais là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de rivalités où de toute façon, c'est tellement illisible que ça servait à rien de faire ça. Et au final, bah, écoute, je suis bien sorti en effet. Euh, donc, euh, donc tant mieux. Il n'y avait pas beaucoup de matchs sur la carte, ça c'est dommage. Ouais, bah oui, il y en a que 6, effectivement. Par contre, il y a eu du tie-breaker. Et alors, si je comprends bien, Giscal, tu avais voté faux à l'arrivée de Bray Wyatt? Bah ouais, ouais, écoute, je pensais On pas, verrait, je tu sais t'es dit, pas, on je me va pas suis dit, voir Bray hein, Wyatt, quoi. ouais, je me suis dit, on va pas voir Bray Wyatt. C'est con. C'est con parce que c'est ce qui te coûte. Ce qui te Ouais. coûte le Roll-Up Championship, moi, Giscal, puisque Sully Perfect a tout pronostiqué correctement, y compris les tie-breakers. Et donc, Sully Perfect est notre nouveau champion Roll-Up, notre titre secondaire de catch-up. Et au classement général, il y a du grabuge puisque nous avons un nouveau champion incontesté, un nouveau champion du peuple, un nouveau maillot jaune. Puisque Giscal retrouve Ah, les hauteurs, retrouve la grandeur, les enfin. sommets. Giscal avec 63 points, tu doubles Seb qui chute, hein, notre champion précédent, notre premier champion du peuple qui bah voilà, a chuté dans ce pay-per-view et qui n'a que 61 points. Et celui Perfect également a 61 points. Bravo Giscal, tu es notre nouveau champion universel du peuple. Bravo. Ah, merci, merci. Ah ouais, voilà, là je me sens mieux, là, voilà. Ah, Au sommet du classement général, là ça y est, là je respire un peu. L'air est plus frais, plus je agréable. sentais que t'étais pas bien les Non. premiers mois quand même. Ça Non, vacillait. ça a commencé à Ouais, m'agacer là. ouais. Il y avait un gros niveau. Du Bon, gros voilà. niveau. Je laisse le Roll-Up Championship à Sully. Je me concentre sur des objectifs plus élevés. Ouais, je comprends. Bah, c'est tout à ton honneur. C'est vrai que tout est serré, hein. Tout se joue à quelques points dans l'ordre général. Donc Giscal, Seb, Sully Perfect, Gino, Chetty, Jules, Johanna. Johanna qui s'accroche. Franck, votre Ouais, serviteur, Ringside. Et puis derrière c'est du grand n'importe quoi. Derrière, c'est les gros losers. Mais on vous encourage quand même à continuer, puisque à tout moment, vous pouvez devenir champion à chaque pay-per-view. Et puis, il faut faire tomber Giscal maintenant, hein, la tête de la table. Giscal. c'est ça. Maintenant, tu as une cible derrière le dos. Allez, je vous attends. Bon, allez, c'est comme ça que se termine cette grosse analyse. On a passé beaucoup de temps parce que, mine de rien, il s'est passé beaucoup de choses dans ce gros pay-per-view. C'était, bah voilà, les pay-per-view de l'ère Triple H, le retour de Bray Wyatt et puis des matchs pour le meilleur et pour le pire. Une nouvelle ère qui commence puisque ce soir, Monday Night Raw, simplement le season premiere avec le retour de la DX, Bray Wyatt qui sera sûrement là, on l'espère en tout cas. Seth Rollins qui a un match contre le titre US, ça va être du grand spectacle. Je te remercie Giscal pour ta présence et ton analyse. Bah, écoute, un grand merci. Et puis en plus, maintenant que la famille s'est agrandie, puisque j'ai appris que nous étions frères, donc Mhm. il s'est passé vraiment beaucoup de choses aujourd'hui, hein, entre le retour de Bray Wyatt et notre fraternité retrouvée. Ouais. Euh, donc non, merci, merci de m'avoir accueilli pour ce superbe moment de review, Ouais. comme toujours. Écoute, hein, les auditeurs le savent, Catch Up, c'est le podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez les retrouver sur les plateformes habituelles de podcast. Et évidemment, tous les réseaux sociaux, c'est Catch Up CDC, Twitter, Facebook et Instagram. Le lien vers Discord est dans notre description. Le lien vers nos concours de pronos sont dans la description. Également, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit. C'est pas cher, hein, comme le dit notre ami Ringside. On se retrouve très vite pour l'analyse du premier Raw de la nouvelle saison de la WWE qui commence. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Allez, ciao, ciao tout le monde. Laissez-nous entrer et laissez-nous sortir.